pense que 99% des choix qu'on fait résultent de peur ou de crainte. On a tous chacun aussi notre peur et nos craintes, tu vois. On essaie avec les moyens qu'on a de les contourner. Mais je pense que les Français de manière générale se posent beaucoup trop de questions et complexifient tout. Je suis fasciné par les gens qui arrivent à répondre toute la journée au moindre message dans les 2 minutes. Je sais que, Guillaume Houbet, je trouve ça pas mal inspiré, c'est que lui, il a 45 minutes dans la journée à 19h ou 18h. Il fait que ça, tu vois. Tu peux le joindre qu'une fois par jour. Il y a une énorme erreur, le fait que les gens pensent qu'ils ont des communautés alors qu'ils ont des audiences. Le Crayon, ils ont pas 1 million de personnes qui sont membres de leur communauté. Ils ont 1 million de personnes qui font partie de leur audience. J'ai décrété que le 28 juin, je ferai une Founders Night à Paris. Boum, d'abord je me mets dans la sauce, c'est officiel, je fais une Founders Night à Paris et j'avais 28 jours pour ramener plus de 150 personnes. La base pour réussir en entrepreneuriat, c'est d'être toujours en quête de nouveaux apprentissages. Alors chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre des meilleurs entrepreneurs du game. Je m'appelle Benoît Dubos, cofondateur de Skelesia, et comme toi, j'étais vraiment pas prêt pour cet échange. Let's go. C'est cool parce qu'on était déjà en train de parler tranquillement. C'est juste qu'on n'avait pas lancé l'enregistrement, donc on va recommencer depuis le début. C'est fait. Comment tu vas, Martin? Eh ben, je vais plutôt super bien. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je pense que ton podcast c'est celui que j'ai le plus écouté. Donc, ah ouais? Ouais. Et j'en écoute vraiment très peu. Et pour être tout à fait honnête, parce que c'est important, je dirais pas que je sais pas ce que je fous là, mais d'un côté je me dis je sais pas ce que je fous là, énorme syndrome de l'imposteur, et puis de l'autre côté je me dis trop cool, j'ai de la chance, donc je suis là pour en profiter. Bah je vais t'expliquer ce que tu fous là. Bah ouais, carrément, c'est ma première question pour toi. Qu'est-ce que je fous là? Alors 2 raisons. Déjà la Founders Night. C'est quand même assez impressionnant ce que vous avez fait en très très peu de temps. Enfin, ça a pris très très fort. Tu vas l'expliquer bien mieux que moi parce que t'as des chiffres en tête que j'ai pas. Mais un des plus gros events déjà en quelques mois entrepreneuriaux français, clairement. C'est assez fou. En bootstrap en plus. Donc, voilà ton syndrome d'imposteur, on va le laisser dehors. Non mais. et deuxièmement, bah en fait, ce qui est marrant, c'est que tu me parlais du podcast parce qu'on est dans le podcast et en fait j'ai un peu l'impression qu'on occupe tous les deux deux extrémités en fait de ce que tu peux faire en tant que média, en tant que producteur de contenu, parce que là où moi je vais faire un contenu très intimiste parce qu'on est tous les deux dans une salle, on discute, on prend le temps de creuser les choses, le temps qu'il faut, vous allez incarner l'extrême inverse avec des events archi remplis. J'ai rempli la Cigale et avec beaucoup d'invités. Donc perso, c'est quelque chose qui me donne le vertige, que je saurais pas organiser. Donc ça m'intrigue déjà d'un point de vue compétences dures. Et puis ça m'intrigue de savoir un petit peu les leviers toi entrepreneuriaux que ça t'a amené, quel a été ton cheminement de pensée, les enseignements que ça t'a apporté. Parce que je sais que l'event à titre perso chez Skelesia, c'est un levier qu'on va actionner. Alors heureusement que mon cofondateur est bien plus affûté sur le sujet que moi, opérationnellement parlant, parce que sinon ça irait pas bien loin. Mais ça m'intéresse en fait d'avoir un petit peu tes enseignements, ton take sur la partie purement événementielle. Donc on s'est noté plein de sujets. De toute façon, on en a parlé en off pour préparer un petit peu, faire un petit ordre du jour. Mais ouais, je suis super content de t'avoir et je suis sûr que ça va être un très très bel échange quoi. Trop bien. Pour commencer, je voulais te dire que t'as quand même une tête beaucoup plus sympathique que tu l'as sur les réseaux sociaux. Je sais pas à quel point tu t'en es conscient et à quel point c'est volontaire. Mais ça doit être les lunettes de soleil et l'air un petit peu grave sur ma photo de profil LinkedIn, on me le dit souvent. Ouais, mais peut-être les lunettes, ça fait un peu en mode putain, je te chie dessus, tu vois. Je te regarde pas. Mais c'est parce que j'ai une hypersensibilité visuelle. Okay. C'était une photo où j'étais dehors, donc lunettes de soleil oblige et j'aimais bien ma tête dessus, donc je l'ai mise. Mais ouais, j'ai l'air un peu sévère, c'est vrai. Tu mets pas trop de photos de toi, non? T'arrives à résister à la trend? Non, mais j'aime bien en mettre. Ouais. Mais j'en ai plus là. Okay. C'est tout. Je suis pas très photo. Mais toi, je vois que tu publies pas mal sur LinkedIn aussi. T'es pas mal actif. Ouais. J'ai découvert ça totalement par hasard. Je me souviens de mon premier post, c'était pour remercier mon maître de stage. Enfin, tu vois, le truc hyper. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ça intéressait les gens. C'est un peu les premiers steps où tu défies le syndrome de l'imposteur, où tu te dis putain mais j'ai rien à dire, je suis personne. Et en fait rapidement j'avais de l'attraction, mais c'était il y a 5 ans, tu vois. Donc il y a 5 ans, ne pas juste poster son CV et raconter un petit peu plus ce que tu fais, comment tu l'as fait, comment t'as réussi à le faire.
Ça a parlé déjà aux gens. Et puis après, depuis, je peux le dire, hein, ma vie, elle a complètement changé avec la création de contenu. J'ai essayé Twitter, j'ai essayé TikTok, j'ai essayé. Voilà, j'aime pas trop montrer ma tête. Je pense pas que je sois particulièrement à l'aise avec le fait de montrer en vidéo. En revanche, je suis absolument persuadé que c'est une force absolument immense de pouvoir parler à tant de personnes quotidiennement. Et donc, j'ai trouvé mon canal, c'est LinkedIn. Ok. Et t'as stratégisé quelque chose de cet ordre-là? Pas du tout. Non? Pas du tout. Je passe quand même encore une partie de mon temps à former des gens, à leur expliquer, à les conseiller. J'accompagne des entrepreneurs, par exemple, à qui je passe beaucoup de temps à donner des conseils sur LinkedIn, et j'applique vraiment 0% des conseils que je donne. Et je préviens toujours ok, ce que je vais te conseiller aujourd'hui, il faut que tu le fasses, et il faut pas que tu regardes ce que moi je fais, puisque moi j'ai jamais écrit un post en avance, je les écris tous quand je prends mon petit déj ou aux toilettes. J'ai jamais respecté aucun template, aucun Canva. Pourtant je sais que ça marche, tu vois, et quand je le fais appliquer aux gens, ça marche. Mais non, moi j'ai pas du tout stratégisé le truc, et dès que j'essaye, je m'amuse beaucoup moins en fait. J'ai l'impression que ça devient un truc un peu obligatoire. Tu vois, je recommande à tout le monde de se bloquer une session d'écriture dans la semaine. Moi ça me fait chier, quoi. C'est bien de faire la différence entre le conseil théorique qui se vaut, hein, clairement il se vaut, parce que je recommande la même chose, hein, et ta pratique à toi, qui est plus tout simplement une version éprouvée par ton vécu de cette théorie-là, quoi. C'est-à-dire que toi, tes sessions d'écriture, t'as accepté que ta création, elle se faisait de façon plus chaotique, mais que d'une manière générale, t'as besoin d'un petit peu de cadre pour apprivoiser justement ton système, ta propre hygiène créative. Ouais. Et donc ouais, c'est sûr que c'est fondamental en fait d'un moment donné s'apprivoiser, quoi. Et c'est pareil partout, hein. Quand t'apprends l'anglais, c'est pas l'anglais que finalement tu parles quand tu parles bien anglais. Quand t'apprends à conduire, c'est pas vraiment la conduite que t'as quand tu sais conduire. Donc je pense que la seule manière de pouvoir maîtriser et nager dans un sujet, c'est d'abord de commencer par respecter les règles, et ensuite d'imposer ou de proposer tes propres règles. Clairement. Et alors, comment tu te présentes aujourd'hui? On parle de LinkedIn, donc. Hier, j'étais à une conférence où j'ai dit que j'étais entrepreneur, créateur de contenu, chef de communauté et aventurier. Ce qui veut dire que je sais pas trop me présenter. Si on est très factuel, aujourd'hui j'ai créé un mouvement qui s'appelle la Founders Night et dont on va parler. J'ai rejoint une école qui me semble être l'école de commerce de demain, qui s'appelle Albert School. Je suis passionné par l'entrepreneuriat, donc je donne beaucoup de temps surtout à ceux qui sont en train de se lancer. Moi j'ai fait 1000 fois le 0 à 1, donc je pense être de très bons conseils sur le 0 à 1. En revanche, j'ai jamais fait le 1 à 100, donc je sais absolument pas m'exprimer sur le sujet. Donc voilà, je suis un petit peu tout ça à la fois pour l'instant. Qu'est-ce que tu peux nous en dire du 0 à 1? Gros sujet. Ouais. Grosse question. Moi, ça me passionne. Alors peut-être que c'est parce que c'est tout ce que j'ai connu. À la fois pour avoir vu de près ou de loin le 1 à 100, je pense qu'il est quand même 100 fois moins rigolo que le 0 à 1. Je trouve qu'il y a un truc de courage, de détermination, de naïveté qu'il y a dans le 0 à 1 qu'il n'y a pas dans le 1 à 100. Le 1 à 100, c'est de la structure, c'est du management, tu vois, il faut t'es plus proche de la casquette du gestionnaire, du manager, que de l'entrepreneur dans ce qu'il a un petit peu de légendaire et de magique, tu vois. Moi, cette magie du 0 à 1 que j'ai dit 100 fois, j'ai exagéré, mais que j'ai vécu une vingtaine de fois en direct et 50 fois aux côtés d'autres gens, elle a un truc tribal, tu vois, que je trouve magique et qui frôle pas le surnaturel, je vais pas aller si loin, mais ouais, il y a un truc d'humain et qui dépasse tous les cadres dans lesquels on vit au quotidien. Et 20 fois en tant que fondateur, toi? Ouais. Ah ouais? 20 fois 10 boîtes déposées, 20 projets jusqu'au premier client et 30 avant le premier client, tu vois. Donc je sais pas ce que c'est une boîte ou un 0-1. Pour moi, le 0-1, c'est quand le 0-1 dont je te parle là, c'est vraiment le 0-1, c'est le 1000 balles de recurring, tu vois. Ok. Et
sur différents secteurs, des industries qui se recoupent ou La première boîte que j'ai montée, qui est d'ailleurs la seule qui a vraiment marché, qui existe encore, c'était dans la food. C'était une dark kitchen en 2018 en Belgique, avant la mode des dark kitchen en Europe, qui a eu lieu pendant le Covid. Ensuite, j'ai fait du tourisme, j'ai fait du recrutement, j'ai fait de la livraison de pain à domicile. Je me suis associé avec un mec dans le sud de la France qui faisait un SaaS de gestion des risques. Enfin voilà, c'est que des projets qui, en général, partent plutôt d'une opportunité que d'une vraie passion. Et je pense d'ailleurs que c'est aussi ce qui m'a porté souvent défaut et qui justifie le fait qu'aujourd'hui je vais plus loin et plus vite avec un projet comme la Founders Night qui me tient encore plus à cœur. J'ai accompagné des personnes réfugiées vers le monde du travail. Je sais pas craquer le modèle, mais c'était intéressant. Donc pour répondre à ta question, non, il y a eu une palette de thématiques et de sujets hyper variés. J'ai l'impression de pressentir qu'il y a une dimension ultra humaine dans ta démarche. Ouais. Je pense que ça aurait été la fin de l'interview si on l'avait mené dans sa globalité, mais à chaque fois que bon, évidemment, j'ai pas l'habitude de parler de tout ça comme ça, et je pense qu'on réfléchit beaucoup moins bien qu'on s'exprime. En tout cas, on n'a pas les mêmes conclusions. Et je crois aussi que le fil conducteur à la fin, c'est l'humain, c'est potentiellement les communautés, les bons moments. Il y a un petit truc comme ça qui est aucun des trois, mais qui est un peu tout à la fois. C'est une vraie réalisation que j'ai intellectualisé mais que j'avais compris depuis longtemps, que j'ai mis en forme. C'est le fait qu'à un moment donné, ouais, on parle tous de CA, on parle tous de signature client, on parle tous de sales, de growth, de tous ces termes-là, de toutes ces notions-là. Sauf qu'à un moment donné, on s'est oublié que le seul truc dont on se rappellera quand on aura 80 ans, 90 ans, si on vit jusque-là, c'est que c'est les moments qu'on a vécu en fait. Mm-hmm. C'est finalement la vraie richesse, c'est ça quoi. Et c'est un truc, la semaine dernière j'étais en Scalésiade avec toute mon équipe, on était 25. En fait c'est de ça qu'on se souviendra. Ouais. Pas une seule personne de l'équipe dans 40 ans ne se souviendra du CA qu'on a fait en mai, du nombre de clients qu'on a signés en 2023. On s'en foutra de ça. Ça aura eu aucun impact tangible sur nos vies. Par contre, les moments qu'on aura vécu, les émotions qu'on aura ressenties, ce qu'on se sera transmis humainement, émotionnellement, intellectuellement, ça restera à jamais en fait. Totalement aligné. À 80 ans, la seule chose qui restera, c'est tes souvenirs de bons moments. Et à 90 ans, quand tu seras mort, la seule chose qui restera, c'est les souvenirs des gens, des bons moments qui sont vécus avec toi. Et je pense que on peut résumer le tout à peu près ça. Et je sais pas à quel point ma quête est en ce sens, mais je pense qu'elle l'est pas mal. On va partir sur un sujet un peu philosophique là, mais je suis à peu près persuadé que 99% des actions qu'on fait, des choix qu'on fait, résultent d'une peur panique de l'oubli, d'être oublié, et idem pour notre peur de la mort. Vu que la peur de la mort, vu que la mort c'est quelque chose que Épicure nous l'a fait comprendre, on ne connaît pas. En fait, c'est un non-sujet. Tu sais pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est, et quand tu l'es, de toute façon, tu t'en rends pas compte. Donc, jusqu'à preuve du contraire. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas la mort qui nous fait peur, à mon sens, c'est l'absence d'opportunité de continuer de poursuivre ta postérité, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est mort, c'est mort. Tu peux pas continuer, en fait, tes tentatives de devenir légendaire, de sorte à devenir immortel à travers la mémoire des gens. Et c'est ça qui fait paniquer. Parce que tu dis, purée, j'ai pas encore accompli quoi que ce soit, j'ai pas encore atteint cette postérité-là qui va me rendre immortel à travers cette mémoire que les gens vont me porter. Et donc ça me fait paniquer en fait. C'est ce sentiment d'urgence de time out. Ouais. Et je pense que t'aurais même pu arrêter ta phrase. Enfin, cette verticale est vraie, et je pense que de manière générale, et je pensais que t'allais le dire ainsi, je pense que 99% des choix qu'on fait résultent de peur ou de crainte, de un déjà, et ensuite souvent de la mort. Mais j'ai eu l'impression de ressentir plusieurs fois que on a tous chacun aussi notre peur et nos craintes, tu vois, et qu'on essaie avec les moyens qu'on a de les contourner. Je sais pas si c'est tous la mort. Moi, je pense que tu vois, c'est peut-être plus la solitude et plus particulier, enfin, et surtout les regrets.
que la mort, mais finalement tu vas me dire, bah en fait les regrets c'est juste avant la mort quand tu regardes derrière toi. Mais oui, je pense qu'on agit tous dans la peur et la crainte, et qu'en fait c'est ces petites tâches un peu négatives et lourdes qu'on porte en nous qui nous font réfléchir et agir. Bah je suis pas d'accord du tout. non, c'est pardon, qu'est-ce que t'as à dire? Non, je suis complètement d'accord dans le sens où je suis vraiment partisan de la minimisation des regrets plus que de la maximisation du bonheur. Ouais. Que le bonheur c'est une asymptote, c'est tu sais même pas ce que c'est exactement, et c'est quelque chose de très passager. Par contre les regrets, tu peux les nommer, tu peux les lister, tu peux les anticiper. Donc pour moi c'est une boussole bien plus opérante en fait que un vœu pieux de bonheur ou quoi. Et tu me parlais tout à l'heure de du 0 à 1, donc à 1000 euros de MRR. C'est quoi les patterns là de toutes ces tentatives, toutes ces réussites en fait que t'as faites, parce que t'as atteint ce cap-là dans pas mal de cas. C'est quoi les patterns un peu méthodologiques, s'il y en a, là que tu pourrais nous partager, parce que t'as beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent qui n'ont pas encore atteint ce stade, qui pensent aussi potentiellement se lancer. Et donc je pense que ça peut être super enrichissant qu'on en discute. Ouais. Je pense pas dire des choses hyper originales, mais on va les dire quand même parce que c'est toujours utile. Je pense que la première chose, c'est vraiment de fake, je sais pas, genre 10 fois plus que ce que t'as vraiment. Mais ça, voilà, on l'entend. Et en fait, dans les faits, j'ai constaté 1000 fois que c'était vrai. Je peux donner 2 exemples, mais par exemple, moi, j'ai créé une sorte de Uber de la photographie pour les touristes. Et le jour où on a eu l'idée, le lendemain, on était à la Tour Eiffel avec un pote photographe. On arrêtait les touristes, on leur disait qu'on était une boîte de photos, on leur proposait des mini-shootings. Ok. On avait 24 heures d'idée, tu vois. La livraison de pain à domicile, l'idée est venue à 16h, à midi le lendemain, il y avait des messages sur tous les groupes Facebook de Paris pour savoir si le lendemain il voulait être livré. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce petit truc qui est un peu clé. C'est de fake, genre j'existe depuis 42 ans alors que tu existes depuis 42 heures. Et 2, il y a la rapidité. C'est que j'ai pas mal de potes dans le e-commerce, et tu vois, ils font tous la même chose. C'est ils testent un produit, en 2 ou 3 jours ils sont capables de dire si le produit vaut le détour ou non, et ils le cut. Et j'ai l'impression que dans l'entrepreneuriat global, celui dont on parle et dont je parle, il faut faire exactement la même chose, c'est-à-dire lancer ton ads. Donc ça veut dire, dans mon cas, ça veut dire mettre un message sur Facebook, évaluer l'attraction et décider de cut ou de pas cut. Le problème de ce que je te dis là, et je vais encore ne pas répondre à ta question, mais c'est que du coup, je m'éloigne un peu de la théorie de la mission et de la quête réelle de l'entrepreneur, parce que les gens qui font du drop, ils ont pas de quête ou de mission sur le produit, en tout cas sur lequel ils se concentrent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'intéresse énormément, c'est la naïveté. Ça, c'est dur de l'avoir, la naïveté, mais en revanche, c'est facile de la repérer. Et moi, je pense que j'ai développé une faculté à la repérer. Il faut de la bonne naïveté. Il faut pas juste des gens qui croient tout et qui se lancent sur le premier projet venu. Mais je pense que les entrepreneurs qui arrivent à faire le 0 à 1 en peu de temps, ils ont une naïveté que j'espère avoir d'ailleurs, et que j'espère même cultiver, qui est en fait, t'as 10 points de friction et 3 points d'optimisme. Il ne voit pas les 10 points de friction et il voit absolument que les 3 points d'optimisme. Et en fait, c'est être optimiste / naïf de raisonner ainsi. Ouais, je pense que c'est les deux. Tu vois, si je devais citer que 2 facteurs clés de réussite, ce serait 1, fake et aller vite, et 2, être absolument plongé dans un optimisme et une naïveté inconsciente, tu vois. Ok. Donc tu prends l'exemple du dropshipping. Ouais. Dropshipping d'un point de vue éthique, ce que tu veux. En tout cas, dans l'usage qui est très décrié, qui en est fait, ça se pose là. Perso, c'est pas quelque chose que je ferais, mais par contre, dans la méthodologie, il y a énormément d'enseignements entiers. Et en fait, pourquoi? Parce que c'est une industrialisation très systémisée d'un processus très entrepreneurial. C'est-à-dire réduire au maximum, comme tu l'as fait toi, la friction entre le timing, en fait, entre la génération de l'idée, qui en soi ne vaut rien, qui est purement conceptuel, Exact. et
sa confrontation la plus frontale possible, la plus concrète possible au marché, avec un objectif simple, c'est de voir si ça se vend en fait, voir si t'arrives à vendre quelque chose, parce que c'est l'intention d'achat, voire même l'euro qui rentre sur un compte, l'euro qui est déboursé par un client, c'est la currency le signal le plus fort. En fait, c'est le seul signal qui te permet de quantifier si ton idée résout un vrai problème ou pas, et si tu peux en faire potentiellement un produit quoi. Et en fait, cette vélocité-là, elle fait absolument toute la différence. Et comme tu l'as dit, cette vélocité, elle n'est permise que par cet optimisme. Ouais. Un peu, tu parlais de naïveté ou de candeur. Moi, je pense que c'est plutôt, comme tu l'as dit, de l'optimisme, mais c'est plutôt, en fait, aussi du bon sens entrepreneurial, qui est que de toute façon, il y a que ce mouvement-là qui va te permettre d'avoir des réponses. Et en fait, c'est un pari gagnant, c'est-à-dire que d'un point de vue très pascalien, si ton objectif à terme, c'est d'avoir une boîte qui marche, d'avoir un produit, une idée qui fonctionne, qui est concluante, que tu peux exploiter, en fait, t'as que deux options viables. C'est soit te rendre compte que cette idée-là, elle fonctionne pas, et donc passer à la suivante, soit te rendre compte qu'elle fonctionne et l'exploiter. Et dans les deux cas, le seul truc qui te permet de passer à l'étape suivante, c'est d'y aller avec le plus de vélocité possible. Donc continuer de te prendre la tête, à te poser un milliard de questions, à faire ton étude de marché et à procrastiner activement, en fait ça n'a juste pas de sens quoi finalement. Et donc en fait ça c'est ce que t'expliques et c'est ce qui t'a permis d'y aller avec autant de vélocité, autant d'ambition, autant d'entrain et de tester plein de trucs sur plein de secteurs différents en fait. Totalement aligné. Et ensuite, comment tu faisais parce que tu m'as dit que t'as un projet qui a vraiment pris. Ouais. C'est à Dark Kitchen. Ouais. T'as staffé un petit peu ou? Est-ce que j'ai staffé des gens? Ouais. Non. Non, je l'ai monté dans le cadre c'est une histoire de fou. En fait, à la base, je devais faire un stage de 3 mois dans un startup studio en Belgique. Et ils ont vu rapidement que j'étais méga déter. Et je pense que tu connais le modèle des studios, mais en gros, leur ressource la plus rare, c'est des entrepreneurs. Ils ont un input qui est les idées qui ont été soit apportées de la part de grands groupes, soit validées par leur réseau, tu vois. Et moi, ils m'ont vu passer, ils se sont dit putain, il faut qu'on le mette sur un projet. Ils m'ont pitché 2-3 trucs. Et moi, la food, ça me parle depuis toujours. Je t'expliquerai pourquoi, mais c'est comme ça que j'ai découvert les startups. Et du coup, tu vois, ils m'ont donné 2 ou 3 000 euros. Okay. Et ils m'ont dit trouve une cuisine, trouve un chef, fais une carte, mets-toi sur Deliveroo et délivre. Et c'était vraiment mon premier. Quand je suis rentré en France après, je me suis dit putain, en fait c'est ça la vérité. C'est juste, j'avais aucune certification hygiénique, aucune certification de restaurant, je n'avais rien. Et on est devenu, donc je vais rester 3 mois, finalement je suis resté 7 mois. On est devenu le meilleur restaurant de Pokéball en Belgique, sur Deliveroo. On cartonnait sur Uber Eats également. Et il y a juste 2 mecs, qui sont les 2 founders du studio, qui m'ont dit, mec, vends un Pokéball. Et on s'est juste soucié de quel est le résultat que je vais livrer, absolument pas de la route qu'il y avait entre moi et le résultat. Et je pense que ça a un peu cassé mon cerveau, dans le sens où je vois vachement plus le résultat. Tu vois, j'avais 19 ans quand ça m'est arrivé, ça 20 ans. Je vois vachement plus l'importance du résultat et surtout le résultat comme un objectif final presque essentiel, qui est en fait le seul truc important, que les 1000 étapes qu'il va falloir mettre pour arriver à cet objectif. Donc toi, tu fonctionnes plus par, tu sais, on parle souvent d'input versus output. Ouais. Toi, tu vas plutôt avoir tendance à te concentrer sur l'output. Ouais, alors c'est en tout cas, facile à dire. En ligne de mire un output précis ouais. que tu définis et à dire ok, maintenant je me débrouille sur le niveau des inputs. Là, je fais ce qu'il faut en fait. Exactement. Okay. L'exemple, première Founders Night, je suis rentré de San Francisco. J'ai à moitié copié / me suis inspiré d'un concept qui marchait, cartonnait à San Francisco. J'étais à San Francisco pour lever des fonds sur ma boîte. J'ai pas réussi à lever de fonds, j'ai dit au revoir à tout le monde. Putain, ouais, j'ai la casquette, t'as vu. J'ai dit au revoir à tout le monde, j'ai rendu les bureaux, je sais pas quoi faire, je me suis mis à faire un peu de free, et j'ai décrété que le 28 juin, je ferai une Founders Night à Paris. Ok. Et boum, d'abord je me mets dans la sauce, c'est officiel, je fais une Founders Night à Paris, et j'avais 28 jours pour ramener plus de 150 personnes. Ok.
Et là, on fait pareil. Dans 29 jours, du coup, on fait une Founders Night à Montréal. C'est bon, c'est officiel. J'ai l'output. Maintenant, il faut que je trouve l'ensemble des briques et des marches que je vais mettre sur cet escalier pour arriver à cet objectif final. Donc, la réponse est oui. Je fonctionne, je pense, absolument que comme ça. Et je suis tellement lassé par la construction de modèles trop complexes que la seule manière d'être en plein potentiel et au maximum de mes capacités, c'est de commencer par l'objectif final. Donc tu te mets dans la sauce. Ouais. et après tu crawles quoi. Ouais. Et on va reparler juste après la Founders Night, mais je suis jamais allé en Californie, je suis jamais allé t'es allé dans la vallée, c'est ça? Non, alors pour être très exact, j'ai fait un programme entrepreneurial à Berkeley. OK. Qui est donc l'université de Berkeley, qui est une ville à 30 minutes en équivalent RER de San Francisco. OK. Et qu'est-ce que tu peux m'en dire? Alors, c'est vraiment pure curiosité intellectuelle de ma part, d'un point de vue culturel, d'un point de vue entrepreneurial. Ah, mais je peux t'en parler pendant 2 heures, mais pour moi qui suis passionné de l'entrepreneuriat depuis que j'ai 13 ans, c'est le paradis sur Terre. OK. À quel niveau? Je vais t'expliquer. La première chose qui est phénoménale, c'est l'ambition. C'est que aux States, en Californie, à Berkeley où j'étais, personne ne veut être boulanger. Le mec qui est boulanger, il veut avoir la première chaîne de boulangerie dans les États-Unis. Je nageais avec un mec qui s'appelle Rhys. Il veut pas nager, il veut être champion olympique. Tu rencontres un physicien, un mec qui fait juste des études en physique, comme tu pourrais faire à la Sorbonne ici. Il veut le prix Nobel de physique, tu vois. Ils ont tous une ambition, mais qui est démesurée. Même la grand-mère qui m'hébergeait, tu vois, qui a 83 ans, même elle continue à avoir de l'ambition sur la politique. Ils sont tous animés, un peu comme l'objectif final dont on parlait, tu vois. Ils ont tous un endgame qui est probablement à nos yeux inatteignable, mais qui les drive chaque matin pour tout tuer. Et ils sont vraiment tous en mode énorme tueur. Et tu vois, on dirait que je fabule quand je te raconte ça comme ça, mais c'est vraiment comme ça. Ils sont tous obsédés par un objectif démentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que c'est l'argent. C'est hyper cliché, mais c'est hyper vrai. Tu vois, le premier event entrepreneurial où je suis allé aux States, j'ai vu un mec prendre 300K par wallet, alors qu'il venait de pitcher sur un banc debout. Ils ont l'argent est le meilleur KPI de résultats qu'ils connaissent. Peut-être qu'on devrait connaître aussi. Moi, je pense de plus en plus que je suis pas intéressé par avoir de l'argent, mais c'est la meilleure manière dont on mesure une réussite, tu vois. Et donc, ils ne font que parler d'argent, mais d'une manière hyper saine. Et ça va du prof à Berkeley à la meuf qui est caissière là où tu vas chercher tes nouilles jusqu'à putain, je fais trop l'américain qui connaît plus le terme, ma propriétaire qui Landlord. J'allais dire householder, je sais même pas pourquoi j'allais dire ça. Ah, c'est la version britannique que j'aime moi. Qui elle aussi te parle que de cash. Donc la deuxième chose, c'est la notion de cash. Et la troisième chose, qui est vraiment plus entrepreneuriale, c'est je pense la simplicité avec laquelle ils parlent de ce qu'ils font. Aujourd'hui, on l'a un peu évoqué, on est perdu dans des modèles de management, des structures de financement, de coûts, nanani. Là-bas, même des mecs qui ont levé des millions, ils racontent leur bise, et ça se voit qu'ils le conçoivent comme ça, juste comme une quête avec des soldats qui vont vers un objectif, tu vois. Ils ont pas, nous on a vachement une logique gestionnaire, managériale, un peu, et on en parle beaucoup aussi de ça. Là-bas, ils sont vraiment hyper focus sur le why en fait. Et tu le vois sur les créateurs de contenu LinkedIn US. Nous, à la Founders Night, on a des pitchs, mais il y a pas de pitch comme on le fait en France, c'est que des pitch why. Donc eux, ils sont pas drivés par qu'est-ce que fait ta boîte. En France, on est sur le what, si on reprend le truc les 3 cercles là. Là-haut, ils parlent que de why, pardon. Et c'est là qu'on voit la différence toute très culturelle entre la France, qui a une culture très ingénieriale en fait. Ouais, exactement. Où on va se poser la question de la fonction. Tu sais, c'est vraiment réflexion design fonction quoi. C'est ça. C'est
comment ça marche, comment c'est censé marcher, comment c'est censé marcher si le truc n'existe pas encore, et c'est ça qui va définir sa valeur. Exactement. Donc c'est une approche très designer, là où aux États-Unis ils ont une approche très entrepreneuriale. Ouais. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, une vision, une mission. Tu cherches à résoudre un problème et le how et le what en fait, se dessinera lui-même en fait. C'est du détail. Exactement. C'est limite du détail, ouais. C'est non, en tout cas tel qu'ils le présentent, tel qu'ils le conçoivent aussi. Et pour pousser le truc, c'est qu'ils ont même une vision presque cinématographique de la vie et de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que ils se voient comme des héros de films qui vivent des péripéties et qui vont à la fin connaître un dénouement final. Mais les mecs sont dans un jeu vidéo, entre le film et le jeu vidéo. C'est vrai que tu vois qu'il y a une sorte de flywheel un peu culturel. Ah bah. Où je pense que la culture anglo-saxonne, très protestante, etc., a les ambitions internationales, géopolitiques, ont nourri un imaginaire qui a donné la culture cinématographique américaine, cinématographique et pas que, qui aujourd'hui continue d'entretenir cette culture un petit peu en vase clos. Et ça crée une ébullition permanente, quoi, au final. Et en plus de ça, un soft power très fort et tout, mais bon, c'est pas le sujet. Et tu parlais de l'ambition, tu parlais de la décomplexion aussi par rapport à cette ambition-là. Ouais. C'est un truc que j'ai remarqué, que je trouve assez dingue. C'est le fait que t'as énormément de chercheurs là-bas, par exemple. Je pense à Andrew Huberman, je pense à Inchospe aussi. Enfin, t'en as beaucoup. Jordan Peterson, par exemple, ouais, qui sont des académics, qui bossent dans des universités, qui ont des PhD, et qui pourtant, à côté de ça, ont des médias, des business, vendent des millions de livres, etc., et n'ont aucun problème à l'idée de monétiser leur savoir. Là où en France, c'est extrêmement mal vu, quoi. C'est très très mal vu. Et t'as une frontière totale entre la recherche, qui est quelque chose de noble, et le business, qui est un asservissement limite pervers en fait, ouais. limite toxique de cette connaissance. Et je trouve ça dommage, parce que je pense que ça encouragerait peut-être pas mal de gens à se lancer dans la recherche aussi, parce qu'à un moment donné t'as aussi un levier intéressant à monétiser ton savoir et à aider un maximum de monde à en bénéficier. Je pense à Andrew Huberman, par exemple, tu vois, le chercheur de Stanford. Je trouve ça extrêmement cool pour lui, mais pour aussi énormément de gens, qu'il ait les moyens de faire perdurer son média. Et quand je vois la valeur qu'il apporte, je pense qu'il change énormément de vie, ce gars. Je trouve ça très dommage que son savoir, il le garde pour lui, quoi. Et je pense que ça en dit long, effectivement, sur cette ambition latente. Et t'as vu d'autres trucs? Est-ce que t'as remarqué d'autres choses très civilisationnelles, très culturelles, qui expliquent un petit peu cet état de l'art entrepreneurial là-bas? Moi, j'ai une grande théorie qui est que ils sont pas plus bêtes, mais ils sont plus simples, mais dans le bon sens du terme. Alors moi, j'ai un vrai problème dans la vie, c'est que j'ai probablement un cerveau qui fonctionne un peu de manière trop complexe et fouillie par rapport aux gens qui m'entourent, mais je pense que les Français de manière générale se posent beaucoup trop de questions et complexifient tout. Là-bas, la vie est hyper simple, enfin beaucoup plus simple. Tu vois, ils sont très joueurs, ils jouent tout le temps au spikeball, mais les adultes, tout le monde joue dans des parcs et tout. Et c'est un exemple qui peut paraître un peu couillon, mais je trouve que ça explique bien aussi la façon dont ils vivent et dont probablement ils abordent la vie. Tu vois, ils travaillent, ils ont une mission, ils passent du bon moment avec les gens qu'ils aiment, et en vrai c'est tout. Nous on est quand même dans une recherche permanente de trucs qu'on a même du mal à définir. On ne sait pas trop où on va, mais on sait qu'il faut y aller vite, qu'on n'a pas le temps, tout est un peu plus complexe. Eux, ils sont simples, ils sont profondément simples, et je trouve que ça, en fait, dans l'entrepreneuriat, je trouve que un des facteurs clés d'échec pour le coup, c'est les gens qui s'endorment et qui s'enlisent dans la complexification de ce qu'ils font, tu vois. Et là-bas, si on fait un parallèle entre civilisation et entrepreneuriat, tout est plus simple. Et donc la manière dont ils entreprennent est aussi beaucoup plus simple, tout comme la manière dont ils vivent. T'as capté?
Ouais, bien sûr. Bah, t'as cette. Est-ce qu'on parle de simplicité ou est-ce qu'on parle Je sais pas si le terme est bon, ouais. d'apaisement existentiel quelque part? Ouais. Y a pas un lien avec la foi aussi? Rien que le mot, tu vois, ça montre que t'es français. Je pense qu'eux, ils diraient simplicité parce qu'en fait, c'est juste de la simplicité. Nous, là, on est déjà en train de réfléchir à quel point est-ce que c'est complexe d'être simple. Et en fait, cet échange illustre vachement bien ce que je te dis. Bien sûr, bien sûr. Eux, ils sont juste simples. Et ouais. Bah là, ouais, parce que c'est intéressant aussi de s'interroger sur la Non, mais généalogie bien de sûr, trucs, bien sûr. mais ça montre la difficulté d'appréhender aussi un autre fonctionnement culturel, quoi. Mais bah c'est là qu'on voit aussi à quel point c'est un avantage comparatif quand tu veux entreprendre au final, parce que bah ouais, on en revient au rudiment, comme tu l'as dit, input output input. Là où en France, tu vas te poser 1 milliard de questions. Ton entourage va t'en faire te poser 1 milliard aussi. Et là où là-bas, bah c'est go quoi. Vas-y fonce. Enfin, en tout cas de ce que tu m'en dis. Et t'y retournerais ou pas? Déjà, il faut pas mal d'argent pour vivre là-bas. Si t'avais les moyens. Oui, j'y retournerai, mais moi, ma quête, elle est ici. Ah, ici. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, je l'ai débuté ici et c'est dommage de commencer ta quête dans Toy Story pour la finir dans Le Seigneur des Anneaux. Enfin, rien à voir avec le nom des films, mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, j'étais en Afrique il y a 1 mois. La tentation d'aller entreprendre là-bas, elle est hyper violente parce qu'il y a des vrais problèmes et il y a très peu de concurrence et il y a des vrais besoins. Et toi et moi, on aurait une valeur mais légendaire à leur apporter. Mais moi, j'ai grandi dans cette cour de récré là. Et si on parle vraiment d'entrepreneuriat, moi, mon game, il est ici et ce que j'ai acquis, j'allais à le kill ici, tu vois. Ok. Et on va parler un peu de la Founders Night, ça te dit? Ouais. Tu connais? Ça me dit quelque chose. Quel chiffre tu peux m'en donner là? Donc là, ça fait 12 mois, ça va être notre anniversaire dans 15 jours. Donc 1 an, on a fait une petite trentaine d'événements. 7 gros, donc à plus de 300 personnes. Et le reste de petits, donc il y a une 50aine de personnes. On a tenté un format qui a pas marché, qui existe plus. Enfin, qui a pas suffisamment marché. On a réuni en cumulé plus de 4000 personnes, qui est plus de 4000 entrepreneurs, ou en tout cas des gens qui ont de près ou de loin quelque chose à faire dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a accueilli la majorité des grandes figures de l'entrepreneuriat, avec une grande disparité qui est très fun entre d'un côté Yumi Denzel et de l'autre côté Catherine Barba, qui vivent pas dans le même écosystème entrepreneurial mais qui sont montés le même jour sur la même scène, tu vois. Et je pense qu'on a fait beaucoup de bruit. J'ai pas d'échelle de reach, mais je pense qu'on a été bon sur la com et donc il y a beaucoup de gens qui nous connaissent en France et pas seulement. Je crois que c'est à peu près ce que je peux te dire. Et là, vous vous internationalisez pas mal, non? Et bah pas mal non, mais on commence pour la première fois à quitter la France, le 29 juin à Montréal. À Montréal, ouais. Et ensuite, à la rentrée, on fait l'Espagne, on fait la Suisse, et on continue en France. Pour l'instant, il n'y a pas encore Toulouse sur la liste, mais il y a Marseille, Nice, Nantes, un retour à Lyon, Lille. Et voilà, l'objectif, c'est qu'on a trouvé notre message, on a trouvé nos valeurs, qu'elles parlent aux gens, et je pense qu'elles font du bien et qu'elles font du bien et même qu'elles sont nécessaires, presque attendues peut-être. Et maintenant qu'on a ce fit entre notre message et notre audience, sachant que cette audience-là d'entrepreneurs et plus particulièrement d'entrepreneurs early stage, elle existe partout, on va là où les gens sont. Et tu t'occupes de tous les events ou tu fonctionnes par franchise? Ouais, franchise c'est un grand mot, mais oui. Ouais. Tu délègues. En gros, on est contacté par des gens qui sont. La première fois, c'était Hugo Benz à Bordeaux. Salut mec, j'aimerais trop organiser une Founders Night. Nous, on a réalisé une sorte de guide / un cahier des charges sur Notion, qui est un peu la recette magique pour une Founders Night réussie. Il y a, 22 étapes, 6 grandes catégories.
les talkers, les pitchers, le lieu, le matos, faire venir des participants. Et une fois que t'as tes grandes catégories, t'as une checklist. Et nous, sur les 4 dernières semaines, on fait un call de 45 minutes avec toi, une fois par semaine. Et puis voilà, t'organises une Founders Night chez toi et on partage les bénéfices. Ok, c'est un ticket ou pas? Entrée? Non. Non? Non. Ok. Et vous avez des revenus, vous avez des canaux de revenus ou pas? Est-ce qu'on a beaucoup de revenus? Ouais, vous avez des axes de monétisation ou? Non. Non? On est totalement dépendant des sponsors, ce qui est à peu près le pire business que j'ai eu l'occasion de vivre. Pourquoi? Parce que le sponsoring, c'est vraiment alors déjà en tant qu'entrepreneur, j'aime les trucs un peu modélisés, un peu scalables, un peu logiques et qui ont du tempo, tu vois. Du sponsoring, c'est vraiment de la prostitution financière où il y a pas de ROI sur ce qu'on fait en fait. Tu vois, on n'a même pas de power, il y a même pas de présentation, il y a pas, tu vois, je peux même pas leur proposer d'un QR code pour qu'ils tracent ou qu'ils traquent ce que ça leur apporte. Donc c'est très compliqué d'expliquer à des boîtes, surtout aux boîtes qu'on target, c'est-à-dire plutôt des startups qui ont pour cible des entrepreneurs, que ils vont mettre 5 ou 10 000 balles pour être associés à notre événement et que le ROI ils vont pas pouvoir le mesurer. Tu vois, le seul sponsor avec qui qui a été vraiment satisfait, c'est parce qu'il attendait pas de ROI. C'est Junto. Et Étienne avait fait un post dessus en expliquant que ça c'est une catégorie des postes de dépenses qui s'appelle la notoriété. Et la notoriété, c'est mettre de l'argent et ne jamais regarder qu'est-ce qu'il en ressort parce que tu vas jamais pouvoir le mesurer. Il a tout compris, quoi. Oui, il a tout compris. Mais donc c'est hyper dur pour nous c'est hyper dur pour nous de dire salut, ce qu'on fait c'est cool, venez vous associer, mais en revanche on n'a rien à vous donner en contrepartie. Et donc derrière les gens ont une marge de négociation qui est probablement plus forte parce qu'en général quand tu négocies, quand il y a une contrepartie, tu sais face à quoi tu pèses. Nous, comme on n'a rien à leur proposer en face, c'est beaucoup plus compliqué de tenir tes prix, de 1. Et de 2, comme le mec il a rien en retour, tu vois, on se retrouve dans des situations où ça m'était jamais arrivé que tu sais des mecs soient chaud, puis un jour silence radio, des mecs chaud, puis qui te disent une semaine avant l'événement, ah non en fait désolé on peut plus. Et là on est arrivé dans un monde très niché du sales qui est hyper désagréable. Et donc je pense que c'est à peu près le seul moyen qu'on a de monétiser la Founders Night. Il y en a d'autres, on aurait pu faire payer les pitchers, mais c'est totalement pas du tout dans ce qu'on veut faire et dans les valeurs qu'on porte. Nous justement, on veut donner la parole à des gens qui ont pas forcément la chance d'être de base dans l'écosystème. Il y a quand même souvent une corrélation, parfois du moins, entre la capacité de mettre à 1000 balles, l'incapacité de mettre 1000 balles et le fait de pas être dans l'écosystème. On pourrait augmenter le prix des billets. Aujourd'hui, ça coûte 20 balles et je pense que c'est le juste prix. On pourrait faire payer des prix un peu VIP, mais du coup, t'aurais un peu la plèbe et les VIP. Et on y a réfléchi, on a failli le faire, on a commencé à le faire sur la dernière. Et au bout d'une semaine, on s'est dit, oh putain, on fait une énorme connerie là. On voulait mettre les VIP à 80 balles là-haut et la plèbe en bas. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Nous, notre pitch, c'est justement Guillaume Houbèche, il descend de scène et tu viens le jacter comme si c'était le vendeur de sandwich à l'entrée, tu vois. Donc voilà, on s'est pas mal creusé les méninges et aujourd'hui, on a décidé que la Founders Night deviendrait une association. Peut-être que je suis le premier président d'association que tu reçois ici. Assurément, je suis entrepreneur le plus pauvre, mais en tout cas, ça a été un choix pas forcément évident. En revanche, maintenant qu'on le sait, maintenant qu'on l'a acté, je trouve que ça fait prendre encore plus de sens à notre démarche et au mouvement aujourd'hui national et potentiellement international qu'on est en train de créer. Et ça a été quoi t'as eu un shift en fait entre cette démarche-là qui était entrepreneuriale et le lâcher prise de l'association, ouais. C'est ça? Ouais. En fait, je me suis vraiment beaucoup creusé les méninges et tu vois, c'est un peu le défaut de l'entrepreneur que j'essaie de combattre, mais qui est pas évident, c'est que on avait un asset qui était hyper fort,
Et c'était après la Cigale, donc c'était notre 3e édition. On a réuni 1000 entrepreneurs. Tout le monde parlait de nous et tout le monde voulait être mon copain et 2 me proposer des plans magiques pour monétiser mon asset. Et je me suis retrouvé dans des situations what the fuck où on me proposait des plans foireux globalement. Et j'ai pas. En fait, on a essayé de me la mettre à l'envers 1000 fois, probablement parce que l'une de mes valeurs c'est la bienveillance et la gentillesse. Du coup, les gens associent ça, je pense, à de la naïveté. Et c'est quoi le mot que t'as utilisé tout à l'heure? Candeur. Ouais. C'est quoi le générique de ça? Naïf, naïveté. Candide. Bah voilà. Et en fait, le jour où je me suis rendu compte que je ferais pas d'argent et que de 2, j'allais pouvoir dire à tous ces gens-là qui toute la journée me proposent des trucs magiques, que c'est bon, on était une asso, j'avais pas besoin d'eux. J'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos de charge sur mes épaules. Ok. On va revenir sur la Founders Night après. Ouais. Mais j'aimerais bien qu'on parle justement de cette de la bienveillance. Ouais. Comme arme en fait de ton côté. Ça vient d'où Moi, je suis hyper sensible. Je sais pas si tu saisis bien ce que. Enfin, ouais. Donc. Diagnostiqué? Non, pas diagnostiqué. Je sens tout très fort. Je ressens très fort les gens. Je pense que je suis beaucoup plus heureux que la moyenne quand je suis heureux, mais beaucoup plus triste aussi que la moyenne quand je le suis. Et j'ai passé une immense partie de ma vie à essayer de me battre contre le Martin pas épanoui parce que trop sensible à tout. Et en fait, le monde est quand même compliqué. Donc, quand t'es sensible à tout, c'est assez complexe. J'ai beaucoup fui, j'ai parfois menti, en fait, j'étais pas ok avec le fait que j'étais ce que j'étais. Et en entreprenant, je me suis quand même rendu compte que j'arrivais très bien à faire des choses que d'autres avaient plus de mal à faire. Et petit à petit, je me suis mis à associer un petit peu ces deux points. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que être bienveillant, c'était pas dans la norme, absolument pas. Que ça faisait énormément de bien aux gens que t'avais en face de toi. Moi, je le fais honnêtement d'abord par égoïsme parce que je me sens très mal quand je suis pas bienveillant avec les gens. Donc juste, moi, ça me fait du bien de faire du bien. Mais je me suis rendu compte que, je sais pas si tu connais la théorie du scaphandrier. Non. L'idée, c'est que on a tous un scaphandre sur nous, qui est un endroit où on est ok, on est dans une zone de confort, on respire avec aise. Et donc quand on se parle, quand on interagit, tu vois, on se connaît pas, on s'était jamais vu avant ce matin. Je pense que on garde nos scaphandriers. Le scaphandrier, il est un peu lourd, il est dur, il est pas très mobile. C'est dur d'être pleinement toi-même avec ton scaphandrier. Moi, j'étais un peu comme ça avec moi-même, c'est-à-dire que mon scaphandrier était tout petit, très serré, proche de ma tête. Et je me suis rendu compte que le jour où je l'enlevais, en fait, j'étais beaucoup plus mobile et j'avais une faculté de fait à m'approcher beaucoup plus des gens. Ma théorie, c'est qu'on a tous des scaphandriers, qui est un peu ce qu'on peut appeler la coquille de la tortue ou la carapace de la tortue, et que dès lors qu'on accepte, parce qu'on est dans une zone de confort, de retirer ce scaphandrier, on décuple nos capacités, on va plus vite, on va plus fort et on va plus loin. Je sais pas si t'as l'impression que je suis en montée de LSD ou si tu comprends. Enfin, est-ce que tu vois un peu l'idée globale? Elle est hyper dure pour moi à exprimer, donc. Ah non, mais complètement. Ok. Donc voilà. C'est ça. Et donc je pense que la bienveillance est la plus grande arme qu'on puisse avoir. Arthur Rebeuf a dit il y a 1 an ou 2 que il dit un truc que je me suis tellement reconnu, c'est que moi je me fais beaucoup plus baiser que la moyenne, mais je me fais baiser hyper tôt et j'ai quand même une faculté à connaître mon cercle proche sur lequel je peux compter, même mon cercle plus éloigné, parce que tous les autres ils ont déjà essayé de me baiser, tu vois. Et c'est un peu cru, mais une fois que tu l'acceptes, c'est quand même fort agréable. Tandis qu'il y a des gens qui vivent dans ce truc un peu d'arnaque permanente, tu vois. Et on en connaît plein en commun.
qui sont dans un monde où je pense qu'ils sont pas eux-mêmes. La bienveillance ne fait pas partie de leurs critères clés. Le scaphandrier est très lourd à porter. Je pense qu'ils sont pas forcément heureux. Et moi, j'ai pris un bonheur complètement phénoménal à retirer ce truc. Donc, pourquoi la bienveillance dans la Founders Night? C'est parce que tout est plus simple quand on est soi-même et l'homme est profondément bienveillant de base. Je pense que ça fait du bien de l'être pour les autres, ça fait du bien de l'être pour soi. Et aussi parce que depuis toujours j'ai fait des choses qui me ressemblaient et que cet événement-là me ressemble beaucoup. Et donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui on est allé si loin, c'est parce que c'est totalement en accord avec ce que je suis et ce que je prône. Et c'est un désapprentissage total en fait. Le fait d'enlever son scaphandre, mais un truc de fou. Pourquoi? Parce que c'est pas ce dans quoi on a baigné, c'est pas l'éducation qu'on a reçue. Et je suis à 1000% d'accord avec toi sur ce point. J'ai cette tendance à titre perso à avoir petit à petit je me découvre comme étant un petit peu comme toi en fait, c'est-à-dire que je veux voir le bon, profondément le bon chez les gens et au risque de me faire avoir facilement. Mais en fait mis à part quelques grosses déconvenues, en fait les petits accros finalement m'atteignaient assez peu. Je m'en rends compte, c'est-à-dire que au fil du temps, ça les désacralise en fait. Et tu te rends compte que tu rentres dans une vibe de petit pari en fait, où tu vas démultiplier les tentatives avec un max de monde, et tout en partant du postulat que quoi qu'il arrive, quel que soit ton niveau de méfiance, tu vas finir par te faire avoir par quelqu'un à un moment donné, parce que tu finiras toujours par tomber sur ce gars qui est une raclure quoi. Donc le considérer comme une feature plutôt que comme quelque chose à éviter, en fait, ça le désacralise déjà d'une part, ça te permet de te concentrer sur le reste, quoi. Si, au risque sinon de te focaliser dessus, de tout faire pour l'éviter, alors que quoi qu'il arrive, tu vas finir par le rencontrer. Exact. Et donc je te rejoins complètement, et en plus, scaphandre dans le sens éviter le faux self, éviter ce truc de te travestir, et par là même te concentrer sur te concentrer à parfaire tes lacunes. Forcément, moi me concernant, j'ai pas ce radar là que d'autres peuvent avoir, ce radar à malveillance, ce radar à enfoirer en fait. Moi j'ai plutôt avoir tendance à vouloir chercher le bon chez les gens, quitte à avoir ce truc très névrotique de vouloir les changer pour le mieux et tout. Je crois que c'est souvent les enfoirés qui ont le radar à enfoirer. Enfin, il y a quand même une corrélation. C'est un peu comme quand les gens qui me parlent et qui me disent du mal d'autres gens, ils ont quand même une forte probabilité de dire du mal de moi, tu vois. Et moi non plus, j'ai pas trop ce radar, même si je me suis mis à le développer, mais plus comme il y a des gens qui l'ont intégré dans leur système. Moi, c'est plus une conséquence de ce que j'ai vécu. Je pense que c'est plutôt bon signe que t'aies pas le radar à enfoirer, tu vois. Écoute, espérons. Je suis peut-être un enfoiré pour d'autres personnes. Hein. On est tous enfoirés de quelqu'un. Ça, c'est hier, j'ai reçu un message meuf qui m'a insulté en me disant que je lui avais jamais répondu et que je lui ai répondu et je me suis dit putain, elle doit me prendre pour un enfoiré, mais en fait c'est très dur il y en a très peu surtout quand t'atteins des niveaux un peu de reconnaissance ou même juste de reach tout simplement. Moi tu vois les messages par exemple, c'est un truc qui me pèse mais tellement sur les épaules. Aussi. Moi, c'est la quantité et la qualité. C'est-à-dire que, en termes de qualité, je suis complètement parano sur les messages. Alors, ça va pas du tout dans mon intérêt de dire ça, mais c'est juste la vérité. C'est que je surinterprète tout dans des discussions en live, mais aussi dans les messages, tu vois. Donc, je suis très soucieux de ce que j'écris et aussi de ce qu'on m'envoie. Côté qualité. Et côté quantité, c'est que j'essaie une fois par jour de répondre aux messages. Sur WhatsApp, je te parle, LinkedIn, je le fais 2 fois par semaine. Et tu vois, c'est hier soir j'ai dû répondre à 60 messages et ça c'est un truc qui me pèse profondément dessus, que j'ai vraiment du mal à vivre avec ça. Je sais pas s'il faut inventer un outil ou un truc. En plus avec WhatsApp, je sais pas si c'est ton cas, mais il y a un truc où je me suis fait complètement ken, c'est que j'ai mon groupe de famille côté de ma mère à côté de mon sponsor de la Founders Night, tu vois. Et donc en fait mon cerveau il est complètement fuck entre ce que j'ai d'importance qui compte, en fait le seul truc qui compte, c'est-à-dire tes proches et ce que tu aimes, versus la négociation avec mon sponsor, et tout ça à 23h dans mon lit sont côte à côte dans WhatsApp.
Tout ça pour dire que je trouve que, en plus, avec ces problèmes de messages et de pesanteur des messages, c'est encore plus facile d'être un enfoiré. Moi, je sais qu'il y a des gens, je leur réponds plus et j'ai envie de leur répondre, mais je me dis que je le ferai le week-end prochain et je le fais jamais. Tu le sais, comment tu vis ça? Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir, toi, c'est quoi ton quotidien? Comment tu gères les messages en qualité, en quantité? Alors, de ce point de vue-là, je suis la pire personne, mec. Genre vraiment, c'est assez catastrophique. Okay. J'ai le même trouble que toi, on va dire, là-dessus. Et j'ai ce truc depuis un moment où mon cerveau vit les messages comme des agressions. Mais vraiment. Mais vraiment, je saurais pas te dire pourquoi. Mais qui que ce soit, hein. Vraiment, un message d'un proche, j'espère qu'une chose à chaque fois, c'est que ce soit pas une mauvaise nouvelle. Pareil. Mais le moindre notification, j'ai aucune notification sur mon tel, à part justement les messages et les appels, parce que la moindre notif est une agression, et à force sur les messages, et sur LinkedIn, j'arrive plus à répondre. Et en fait, j'aimerais m'excuser auprès de tous ceux qui entendront ce passage et à qui j'ai pas répondu, mais dites-vous que vraiment c'est pas par snobisme ou quoi, c'est vraiment que juste ça me flingue la tête, et c'est pas ce que vous m'envoyez, c'est le simple fait que ce soit un message digital, etc., qui inclut une notification et tout, et que là en gros il se passe un truc. Ça me rassure que tu me dis ça. Ouais, donc vraiment ça me cartonne. Je ne comprends pas. Je suis fasciné par les gens qui arrivent à répondre toute la journée au moindre message dans les 2 minutes. Ouais. Et pour qui ça ne représente pas une charge, ni un poids, ni une agression, quoi, et qui au contraire s'épanouissent là-dedans. Ça me termine, quoi. Je sais que, Guillaume Houbèche sur ça m'a pas mal inspiré, c'est que lui, il a 45 minutes dans la journée à 19h ou 18h, où il fait que ça, tu vois. Mais tu peux le joindre qu'une fois par jour. Et peut-être que c'est une bonne manière de faire. Mais moi, comme en plus, je suis pas non plus le mec le plus organisé du monde, je me perds totalement dans mes relations. Et puis, en fait, ce que je te disais, je sais pas si tu vis ça aussi, mais en fait, tous les degrés d'importance sont mélangés. Et entre les trucs que tu dois gérer dans la journée, dans la semaine, dans le mois, qui sont pas importants ou qui concernent tes proches, tout ça est dans les mêmes mains, dans la même app, potentiellement. Et moi, ça me flingue le cerveau, quoi. Et ça me stresse, en fait. Ça me stresse vachement. Bah, c'est la même, en fait. Non, mais c'est vrai, ça fait plaisir qu'on en parle. Et c'est un handicap, hein, quand tu commences à avoir des équipes, quand tu commences à avoir du monde, qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens en plus qui nourrissent des attentes, parce qu'ils t'envoient un message, et ils envoient un message à Martin parce qu'ils kiffent ton contenu, parce qu'ils kiffent ton projet, ta vision. Ouais, mais sauf que réponse auto. Ouais, réponse automatique. J'ai vu passer je sais pas si tu le fais, la réponse auto. Faudrait. Ouais. Moi je connais pas Maud, je sais pas comment elle s'appelle, Maud Alaves. Mais elle avait fait un post super intéressant où elle avait genre en fait 14 messages génériques. Enfin génériques. Et en fait, c'est drôle parce que tu te rends compte que une fois que tu as 14 typologies de réponses, globalement 80% de tes messages ils peuvent être répondus à ça. C'est 1, dis-moi en plus, 2, cette requête ne m'intéresse pas, 3, donne-moi des dispo le mois prochain. Et peut-être que d'avoir un petit tool et un petit stock de réponses automatiques, ça pourrait me soulager un peu. En le disant, je me rends compte que c'est tellement pas ce que je suis qu'en fait je le ferai jamais. Et t'en as fait comment tu utilises cette bienveillance au quotidien? Est-ce que c'est uniquement une valeur qui va transcender, ou est-ce que c'est un outil? Bah non, juste ouais. T'en as fait un outil? Bah je dirais même pas non, c'est pas du tout un outil parce que je m'en rends compte je l'utilise sans m'en rendre compte. Mais en fait, c'est fou à quel point on vit dans des mondes. Ça me fait plaisir de le dire là, hein, mais on s'écoute plus, tu vois. On s'écoute plus, on se regarde plus, on se comprend plus. Et moi, je suis comme ça, mais quand les gens me parlent, je les écoute vraiment, tu vois. Et aujourd'hui, surtout dans nos milieux là, et moi, toi, heureusement, t'es peut-être un peu plus loin que de la sphère parisienne, mais et tu les connais tous, tu vois. On les connaît beaucoup.
Et il y a un truc de faux et de speed et de gens qui sont meilleurs potes alors qu'ils sont jamais parlé d'eux-mêmes, qui est hyper violent et qui est quand même symptomatique des sociétés dans lesquelles on vit. Et je pense qu'aujourd'hui, et je suis pas seul, hein, je suis pas un super pouvoir, les gens qui savent vraiment écouter, qui savent parler avec ce qu'ils ont au fond d'eux, et qui regardent dans les yeux, tu vois, la seule chose que t'es, Benoît, c'est, moi je peux le voir dans le regard de tes yeux, et je pense que toi c'est pareil avec les gens, pas parce qu'on a des super pouvoirs, mais parce que c'est là où ça se passe. Bah, les gens se regardent même plus dans les yeux, tu vois. Des gens avec qui je traite au quotidien, je suis probablement leur poteau, mais ils te regardent pas dans les yeux, et je pense que c'est un super pouvoir d'arriver à regarder les gens vraiment et à les écouter vraiment. Et je réponds pas du tout à tes questions. Bah non, parce que t'as commencé en répondant que c'était pas un outil, donc ouais, c'est pas un outil. C'est en fait c'est un outil de fait, mais c'est pas un, voilà, je connais pas le tool. Ouais, c'est une valeur, Ouais. c'est une valeur qui émane dans ton mode de fonctionnement du marginal, donc c'est. C'est même pas une valeur, parce que pour moi une valeur, tu la poses et tu l'appliques. Moi je l'ai jamais posé, je l'ai jamais appliqué en l'ayant posé, voilà. Ouais, c'est juste une partie de moi. C'est ton mode de fonctionnement, quoi. C'est une de tes features, et c'est quelque chose qui me, perso, ayant vécu à Paris pendant un moment, ouais. Ensuite ayant vécu en Inde puis en Angleterre, je me suis retrouvé dans un milieu finalement très parisien, mais très parisien en mode je me suis retrouvé, j'ai réalisé ça il y a pas très longtemps, je me suis retrouvé en mode transclasse absolue. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans l'espace de 2 ans banlieusard parisien. Vraiment, je vivais dans ma banlieue tranquillement, classe moyenne, etc. À très très haute bourgeoisie, mais vraiment extrêmement haute bourgeoisie. C'est-à-dire un milieu que j'aurais jamais dû, de par mes déterminismes, etc., côtoyer en fait. Et je me suis rendu compte a posteriori que ça avait beaucoup joué dans mon mal-être, simplement parce que je me suis retrouvé plongé dans des codes que je ne connaissais pas, que je ne maîtrisais pas, que j'avais le sentiment d'appréhender, etc., machin, mais en fait pas du tout. Et ça, c'est un truc que je retrouve un petit peu dans la sphère entrepreneuriale parisienne, etc., perso. Ouais. Justement, ce côté, ouais, comme tu l'as dit en fait, il y a pas de jugement de valeur à ça en fait, mais c'est c'est une réalité. Une réalité, et puis en fait un réaménagement, une approche différente des relations humaines qui va être beaucoup plus superficielle, et je pense très très profonde en fait quand t'atteins ton cercle restreint, mais qui te permet en fait qui t'ouvre à d'autres choses au final. Et moi c'est quelque chose, ouais, je me rends compte que c'est quelque chose avec lequel j'ai pas grandi en fait. Donc ça ne vient pas naturellement. J'ai l'impression que c'est un point commun qu'on partage, et je reconnais assez facilement ces gens-là, et ça m'étonne pas que tu me dises ça. Mais il y a des gens qui sont nés sur un layer de la vie et qui ont jamais trop bougé de là, qui sont très bons sur cette couche dans laquelle ils sont nés, et qui ont beaucoup moins de facilité à pouvoir pivoter d'une couche à l'autre. Le fait d'avoir vu plusieurs étages et d'avoir réussi à jouer un peu le jeu quand même si moi j'ai pas de facilité à le faire, mais tu vois, moi j'ai été dans le dernier collège ZEB de Paris Intramuros. Donc j'ai été le Babtou, j'étais le seul tarif 6 à la cantine. J'ai vu la Hesse comme on dit, et à la fois, je côtoie beaucoup de gens qui habitent dans des très beaux appartements, dans des super quartiers de Paris. Je suis jamais à 100% de ce que je suis et de mon aise nulle part. En revanche, j'ai beaucoup plus de facultés, à mon avis, à pouvoir m'intégrer sur chacune de ces couches que d'autres. Et donc, tu vois, je pense que, peut-être que sur le moment c'était pas agréable. Je pense que forcément, t'as réussi à un moment donné à t'y faire un petit peu, et je pense que c'est une des compétences clés. Ce côté à la fois caméléon, adaptabilité, flexibilité aussi à la personne que t'as en face de toi. S'adapter au langage, c'est hyper important. Je connais tellement de gens qui savent pas parler avec quelqu'un d'autre qui vient pas de la même race de chien qu'eux pour trouver un parallèle. Et tu vois, il y a plein de Dalmatiens à Paris, ils parlent qu'avec les Dalmatiens. Moi, je suis une sorte de bâtard qui arrive à aller sentir les fesses d'un petit peu tout le monde et de jouer, tu vois. Mais c'est vraiment une compétence très rare que je souhaite à tout le monde de développer. Et j'imagine que ça, c'est quelque chose qui doit pas mal te servir pour la fin de Tout à fait.
Mais non, mais exactement. Tu t'en reviens à quelque chose de très cosmopolite au final. Ouais. C'est que c'est assurément une force. Moi, je trouve ça hyper agréable, mais tu maîtrises aussi très bien ce sujet, mais je trouve ça vraiment hyper agréable au quotidien de pouvoir à la fois communiquer avec quelqu'un qui a fait plein de choses, qui a réussi, et puis la même journée donner un gros coup de boost à un mec qui a découvert l'entrepreneuriat un mois avant. Moi, c'est aussi la vie que j'ai envie d'avoir, c'est d'avoir une richesse de rencontres et de pluralité de parcours et de typologie de personnes. C'est de ça que je me nourris, tu vois. Qu'est-ce que c'est triste de un d'avoir qu'une vie, et de deux, dans les vies que tu vis, d'avoir qu'un monde, tu vois. Et pour revenir dessus, enfin continuer, comment ça s'est passé le premier event, l'organisation du premier event, de l'idée jusqu'à l'ouverture de la cérémonie? Bah, on va respecter le template que je t'ai dit tout à l'heure. Un, vélocité. La sauce. Donc tu te mets dans la sauce, tu poses une date, c'est dans 3 semaines. 2, fake. C'est-à-dire que j'ai envoyé des messages à tout Paris, l'histoire, et c'est une reconnaissance absolue. La seule personne qui m'a répondu, c'est Valran, qui m'a dit, mec, c'est génial, je te suis, je vais pousser. Fake dans la com, en mode on revient, en fait c'était en mode on revient des States, ça existe aux States, et là on l'amène en France. Mais c'est pas du tout ça qui s'est passé, c'est que la première était en France, tu vois. Donc méga fake, et tout le monde pensait que l'autre y allait parce que c'était un truc de fou. Et 3, naïveté, parce que quand tu prends un step back, c'était complètement absurde de faire ça. Et on s'est mis bien dans la sauce, on a trouvé le lieu 3 jours avant, c'était le sous-sol d'une salle d'escalade qui était pas l'endroit le plus magique où des gens pouvaient se retrouver, mais qui convenait parfaitement, qui puait des pieds juste comme il fallait, mais qui à la fois avait ce côté underground et réel de la Founders Night. Donc en vrai, j'ai respecté le template: vélocité, fake et naïveté. Et ensuite, on optimise. Et ensuite, bah ça c'est le plus important, et c'est même le plus dangereux, je pense, dans l'entrepreneuriat, c'est que tout fonctionne par vague tout le temps. Je sais pas si tu vois la même chose comme ça, mais moi je vois pas du tout les aventures entrepreneuriales comme des aventures linéaires. Donc chaque vague, tu sens que la vague elle redescend. Il faut à tout prix que tu te bouges pour aller créer la deuxième. Je connais tellement de boîtes, et moi-même je l'ai vécu avec ma boîte dans le recrutement de stagiaires et d'alternants. On avait cartonné au début, traction de malade, on a fait genre 13 000 inscrits en 2 mois. On pensait qu'on était les rois du monde, et en fait on n'avait pas du tout prévu le coup d'après qui était mais attends, mais c'est quoi cette boîte? Donc à partir de ce moment-là, on a enclenché une dynamique où tous les 2 mois on faisait des Founders Night. On a fait la deuxième dans une chapelle à Gare de l'Est. On a réussi au culot à avoir des jolis noms, et je les remercie du fond du cœur, parce que je sais pas, tu vois, il y avait déjà Guillaume Moubet, je sais pas ce qu'il foutait là, Alexandre Belliti, qui est une personne que j'adore, qui était présent. Et ensuite c'est la même chose, c'est que tu trouves ton why, tu trouves ton story market fit, en fait. Tu soignes un peu ton histoire. Nous à la base on était très lune, spatiale. En fait, on s'est rendu compte que ce qui marchait, c'était vraiment le côté underground, le côté réel, humain, en mode no bullshit. Et petit à petit, bah après c'est de la com, c'est de la brand, et on a trouvé les mots justes qui parlent aux gens, et on l'a fait 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il y a eu l'événement clé qui était la Cigale en octobre, qui a été c'était une soirée complètement ratée, la vérité c'est ça, parce que accueillir 1000 personnes, c'est pas du tout le même métier. Enfin moi j'ai jamais fait d'événementiel de ma vie, tu vois. Je m'improvise organisateur d'événements, enfin je m'improvise en tout cas à ce moment-là. 1000 personnes à la Cigale, c'est un métier, quoi. Enfin tu vois, c'est pas moi Martin qui va organiser. Donc c'était un sbeul organisationnel de malade. En plus quand la fame elle est montée, tout le monde voulait être là. Donc Raibed il voulait annoncer son émission Charabia, Yomi il voulait à tout prix passer avant tu vois, un truc où tout le monde se mettait à avoir des exigences et tout, parce que la Cigale donnait l'impression aux gens qu'on était quand même plus haut que ce qu'on était vraiment. Et en revanche on a dit à personne que ça serait resté très mal passé. Il y a 1000 personnes qui l'ont constaté, mais on a juste dit qu'on avait fait la Cigale, et derrière on a déroulé. Le plus important c'est enfin si j'avais un truc à retenir, c'est ce que je disais sur les ricains, c'est le why, tu vois. Je passe ma vie à expliquer et à transmettre le why de la Founders Night.
J'ai dû écrire sur LinkedIn le mot bienveillance, partage et esprit collectif, qui sont mes 3 mots-clés, tous les jours depuis 12 mois. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Cigale? Qu'est-ce qui a fait que c'était raté? Parce que en fait, une Founders Night, aujourd'hui, on a le template parfait. C'est accueil du public, ça boit des bières jusqu'à 20h. De 20h à 20h45, il y a un welcome pitch de ma part. Et ensuite, t'as 6 pitchers qui s'enchaînent, qui ont 4 minutes pour pitcher leur boîte. Ensuite, il y a une pause de 45 minutes où ça rebat des bières. Et ensuite, il y a 3 talkers qui ont 15 minutes chacun pour faire une sorte de petite TED très axée entrepreneuriale. Ça, c'est la recette magique. 6 pitchers, 3 talkers. À la Founders Night, à la Cigale, il y a tout Paris qui voulait s'intégrer au truc. Donc, on n'avait pas 6 pitchers, on en avait 9. On n'avait pas 3 talkers, on en avait alors 6. Et refaire venir des gens après une pause de 45 minutes quand on est 400, ça passe. Quand t'es 1000, c'est impossible. Donc la soirée, les talks sont finis à minuit. Alors et les gens sont debout à la Founders Night. Ça nous tient à cœur que les gens soient debout. Mais rien n'allait. En fait, rien n'allait. On a fait l'erreur de base qu'il faut faire très rapidement, tu vois. Ok. Et donc là, vous avez voulu scaler trop vite. Mais c'était un truc à faire parce que d'un point de vue branding, c'était carrément ouais, nickel. Non, mais c'était parfait. On a une ministre qui est venue. Tu vois, c'est bon. C'était le décollage. Et ça, c'est un truc très souvent, c'est le décalage entre le déroulé opérationnel d'un événement ou d'une collaboration et la réalité de la satisfaction en fait de ton client. Donc là, de ton audience. Ils étaient contents les gens ou pas? Je crois qu'ils étaient choqués de enfin, tu vois. Les gens ont tendance à juger et comparer. Enfin, la première manière d'avoir un avis sur quelque chose, c'est de le comparer à autre chose, on est d'accord? Tu juges un burger sur tous les burgers que t'as goûté dans ta vie. La Founders Night, personne sait ce que c'est et il y a rien qui est comparable à ça. Donc, ça ressemblait à une histoire d'énormes sbeules qui parlait d'entrepreneuriat où tout Paris de l'entrepreneuriat était là, qui probablement n'était pas structuré, mais les gens sont peut-être dit que c'était lié à notre côté underground et humain. Non, enfin, pour répondre à ta question, les gens n'ont pas été si choqués que ça. T'avais une cohérence entre le branding dans tout ce que vous avez, le branding dans le côté valeur du truc, dans le côté storytelling aussi, et derrière dans l'exécution forcément. Et vu que t'avais une cohérence entre les deux, les gens se sont pas s'en sont pas étonnés plus que ça au final. Et moi je pense que j'ai une communication extrêmement transparente, et donc tu vois, les gens, ils m'ont vu créer un événement à la Cigale alors que ça me dépassait totalement. Ils m'ont probablement vu le rater, mais ils ont été plus contents de le vivre avec moi que de voir l'échec. Et puis après, il y a un autre truc, c'est que, je sais pas devant combien de personnes t'as déjà parlé, mais moi, sur scène à la Cigale, c'est probablement l'un des moments les plus incroyables que j'ai vus. Et peu importe ce que j'ai dit, même si je pense que ce que j'ai dit était pertinent, cette émotion-là, et en fait, j'ai montré à tout le monde qu'en 6 mois, j'ai rempli la Cigale, et les gens l'ont vécu de A à Z avec moi. Et juste, en fait, ça a suffi à ce que les gens passent une putain de soirée. C'est du built-in public, built par, il y avait une interaction directe et réelle. C'est que le built-in public qu'on connaît, je lâche des vidéos, j'explique et tout, c'est génial. Et moi, je reçois tous les jours votre contenu. Mais en fait, il y a un truc qui est complètement inqualifiable, qui est d'un autre monde, c'est la réalité, tu vois. Moi, je les vois, les gens. Et je les connais, tu vois. Ouais. Et, comment tu fais c'est quoi le playbook pour réussir une Founders Night? Ouais, un event comme ça. Ouais. Alors, je vais essayer d'être générique, comme ça je donne des conseils à tout le monde. Le premier, c'est qu'il faut un prétexte. Il faut un prétexte parce que les gens viennent pas si y a pas un truc à faire. Ça marche pas les moi j'y crois pas du tout au meet-up par exemple, tu vois. Donc le prétexte, ça peut être un pitch, ça peut être un talk, ça peut être un invité, ça peut être un lancement, ça peut être... Déjà, je pense qu'il faut un prétexte pour faire un événement, c'est important de le dire. La deuxième chose, c'est qu'il faut un why. Les gens, ils ont pas envie de venir à un concours de pitch. Ils ont envie de venir au premier concours de pitch en anglais de Paris. Je sais pas, je te dis une connerie. Il leur faut le petit élément, il faut qu'ils puissent expliquer à leurs potes qu'ils vont à un concours de pitch, mais pas seulement un concours de pitch. Ils vont à un concours de pitch qui nanana. C'est exactement la même chose quand tu développes un produit ou un service. Il faut bien définir ton why et avoir une faculté à pouvoir le transmettre et à ce que les gens qui commencent à adhérer à ton truc puissent l'expliquer à leurs voisins.
La deuxième chose, c'est que il faut que tu construises une histoire / un périple. C'est que si tu dis salut, c'est mon premier et dernier événement, en fait les gens ils ont pas envie de rencontrer, enfin de commencer à construire une histoire qui s'arrête le jour où ils partent, tu vois. Ils ont envie, et je pense que c'est là où on a été extrêmement fort, ils ont envie de mettre leur pierre à l'édifice d'une histoire qui potentiellement grâce à eux va grossir. Donc ça c'est vraiment sur l'avant. Ensuite il y a je sais pas si tu connais le livre The Art of Gathering, mais c'est un mec qui explique comment il a fait des événements mondains qui marchaient très bien, un ricain. Et il dit un truc qui est extrêmement juste, c'est que en gros un événement, c'est la réussite d'un événement, c'est 40% avant l'événement, 30% pendant l'événement et 30% après l'événement. Mes calculs sont bons. En gros, quand les gens sont devant la porte de ton événement, t'as déjà fait quasiment le plus dur. Par rapport à tout ce que je viens de te dire, à l'histoire, à ton why, au programme, à la quête que tu vas construire avec eux. Il faut les teaser, tu vois. Il faut que quand ils soient là, ils soient déjà convaincus. Je pense qu'on peut trouver des parallèles, mais ils me viennent pas en tête. Mais il y en a qui sont facilement trouvables. C'est que les gens, quand ils arrivent à ton event, ils sont déjà contents d'être là et t'as fait le plus dur. Le pendant, bon bah c'est assez logique et on va en parler juste après. Et l'après, la suite, c'est tu vois, nous on a des impératifs cons, mais par exemple le photographe avec qui on bosse, on lui demande de nous livrer 100 photos, on lui demande de nous en livrer 10 à minuit le soir même, parce qu'il faut que le lendemain à 9h, première com, le lendemain de l'événement, il y a déjà du contenu, tu vois, de l'événement qui soit qualitatif. Et en fait, si tu gères bien le début, tu gères bien si tu gères bien l'avant, que tu gères bien l'après, le cœur du truc, ça en découle, tu vois. Ensuite, l'événement tel quel, je vais dire des évidences, et à nouveau, je répète que c'est pas mon métier, donc en fait, je pense qu'il y a des gens dont c'est le métier qui vont dire soit que je dis n'importe quoi, soit qu'ils ont les meilleures idées, mais globalement, il faut que ton événement, il soit designé de A à Z, que tu saches ce qui se passe, pas minute par minute, mais quart d'heure par quart d'heure, de l'arrivée des gens jusqu'au départ des personnes. Je pense qu'il faut, pour moi un événement c'est un peu comme un film, parce que c'est un jeu vidéo en fait, tu fais entrer les gens dans une expérience. Ça peut pas être juste salut, je m'assois, je t'écoute et je me casse. Donc je pense qu'il y a une notion un peu de spectacle à intégrer à ton événement. Les gens aiment la surprise, les gens aiment être étonnés. Donc ne pas hésiter aussi à carburer là-dessus. Et puis après, pour finir, je pense qu'il y a un rôle qui est très simple, c'est que je te mentirais si je te disais que je dis bonjour aux 500 personnes qui sont là pendant l'événement, mais il y a une bonne partie des gens avec qui je passe du temps. Donc si tu peux me poser, on me pose souvent la question, je passe pas du tout des moments exceptionnels pendant les Founders Night en termes de networking et de rencontres, parce que je suis en mode un peu robot, mais j'accueille les gens chez moi, tu vois, et ça c'est important d'accueillir les gens chez toi quand tu fais un événement. C'est clair ce que je te dis? Ah, complètement, ouais. Okay. Donc t'as vraiment cette dimension script. Ouais. Script dans le sens valeur, définir les valeurs de ton événement, la proposition de valeur aussi. Ouais. Ton why, donc ce que t'as envie d'apporter de différenciant en fait, ouais, avec ton événement. Après un script, un déroulé, storyline en fait, une storyline de ton événement, et après de l'engagement en fait. Il faut que les gens sur place soient engagés au maximum, c'est ça. En fait, c'est un framework. Enfin, tu vois, tu pourrais presque l'appliquer à RRR ou à, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le parallèle il se tient complètement. Et c'est ce qu'on a vu avec le Founders Night. Et c'est justement ce parallèle-là que j'avais envie qu'on fasse avec un événement, parce que on parle très souvent de l'art du growth comme quelque chose de très technico-technique qui ne va s'adresser qu'à des produits digitaux, etc. Mais non, en fait, dans ton cas, t'as eu un art très fort. T'as eu une acquisition très forte, une activation très forte dans le sens où les gens ont compris. Et ça, pour moi, c'est le signal avec la cigale. C'est-à-dire que si les gens, malgré des dysfonctionnements opérationnels que toi, tu as observé, que peut-être eux n'ont pas vécu comme ça, en fait, malgré ça, en fait, ils ont compris la valeur du truc et que pour eux, ça faisait partie intégrante, en fait. Exact. C'était une feature de l'événement.
bah en fait là t'as eu un vrai cas d'activation où ils ont expérimenté et compris la valeur du truc. Exactement. Après rétention, bah est-ce qu'ils reviennent? Ça, je pense que tu es en mesure de traquer ça. Recommandation, bah je pense que entre le premier event vous étiez 400 et vous étiez 300, c'est ça? Premier event c'était 200. 200, ok. Donc entre le premier et le troisième, passer de 200 à 1000. Ouais. Là oui, il y a eu clairement un effet de recommandation assez fort, un effet de viralité assez fort. Et donc après les axes de revenus, bah t'en as eu plein à tester, t'en as expérimenté certains. Mais oui, l'art s'applique carrément à un événement et c'est un art que tu peux et un arc que tu peux carrément utiliser quand t'es entrepreneur, enfin en tant qu'axe marketing en fait pour développer ta boîte ou quoi. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment qu'on en discute, qu'on pose un petit peu un prisme des jalons marketing entre guillemets pour comprendre un petit peu comment ça se structure. Et justement sur la partie acquisition, comment tu l'as rempli? Comment t'as fait pour remplir, outre la recommandation, etc. Comment déjà t'as fait pour remplir ton premier event et attirer 200 personnes, alors que comme tu l'as dit, là à ce moment-là, t'étais en mode fake it. Mon plus grand hack, enfin notre plus grand hack, il est facile. C'est que nous, on invite des pitchers et des talkers. Et que ma théorie, enfin en tout cas mon template, c'est que la Founders Night se débrouille pour faire venir 50% des gens et que l'autre 50% des gens vient des pitchers et des talkers. Donc en fait, quand on a ramené 1000 personnes à Sigal, moi mon job c'était d'en ramener 500. Okay. Les autres, ils viennent 1 des 500 premiers, 2 des talkers et 3 des pitchers. Je pense que la seule réponse que j'ai à donner, c'est le putain de FOMO. C'est que du FOMO. C'est 100% du FOMO. Et tu vois, en fait, on utilise tous le FOMO au quotidien. Formation à ce prix-là jusqu'à minuit ou mais en fait sur un événement par définition, tu vois, le vrai FOMO dans la vraie vie, dans la vie, je veux dire en tant qu'humain, on le ressent tout particulièrement sur les événements. Du coup, quand tu mets le FOMO humain au business de l'événementiel, c'est une évidence, c'est soit là parce que t'auras, contrairement à une formation de Kevin qui va remettre à moins 50% 2 semaines après, moi mon événement, il y a aucun moyen que tu puisses le revivre un jour. C'est maintenant et c'est de 19h à minuit et une fois que c'est terminé, tu vois. Et c'est un truc que la plupart des festivals ont compris. Tu sais, les festivals festivals. Ils ont compris la différence entre la prestation et l'expérience. Ouais. C'est-à-dire que la prestation, c'est quoi? C'est un artiste, des artistes sur une scène. C'est le principe d'un festival de concert musical. Et l'expérience, c'est ce que tu vis quand t'es sur place, quand t'es dans la foule, avec tes potes, devant l'artiste, à en prendre plein la tronche, quoi. Et en fait, en comprenant ce distinguo, ils ont compris que c'était un excellent levier que de mettre en ligne les rediffusions, en fait, les captas des concerts et des plus gros concerts. Donc des têtes d'affiche et tout. Et en fait, c'est devenu un levier, mais d'acquisition et de branding, mais monstrueux pour la plupart des festivals. T'as tous, en fait, hein, t'as Coachella qui fait ça. Enfin, tous les festivals aujourd'hui font ça, quasiment. Et, ceux qui sont au goût du jour. Et en fait, ça amène quoi? Ça amène le fait que oui, ta proposition de valeur, elle est composite dans le cadre d'un événement entre le contenu, donc la valeur que tu vas recevoir parce que tu vas entendre Guillaume Aubèche parler, parce que t'as tel produit de tel pitch qui va potentiellement te servir, etc. Et le contenant, c'est-à-dire les moments que tu vas passer, les émotions que tu vas ressentir, les rencontres que tu vas y faire, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas récupérer, comme tu l'as dit. Donc, t'as un FOMO naturel, pas du tout artificiel. Et ça, c'est un truc vraiment à comprendre. C'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont du mal à comprendre, tu vois. C'est cette différence-là, ouais, fondamentale entre prestation, expérience et expérience. Mais complètement différente. Et c'est un truc que tu reçois, que tu peux émuler partout, même pour un SaaS, même pour un produit digital, une marketplace, ce que tu veux. Mais t'as compris ça, t'as compris vraiment, vraiment beaucoup sur le marketing, sur le produit et sur ce qui va faire que ton client va être pleinement satisfait au final. Et toi, justement, sur la partie networking, parce que je pense que là, t'as un petit peu développé deux, trois,
T'auras compétence sur le sujet. Non, déjà, je déteste ce mot, mais enfin, je l'utilise au quotidien, mais je trouve que c'est le mot. Poser un label, quoi. C'est mon combat. Je me bats contre le networking tel qu'on connaît, donc le mot je l'associe à un truc tellement relou en fait. C'est quoi le mot que t'aimerais mais je sais pas. Mais moi, c'est la rencontre. C'est en fait, je crois que j'ai pas grand chose à te dire parce que c'est quand même intéressant de donner des éléments activables. Et moi, je pense que c'est plutôt des choses que je fais et que on relie un peu ce que je suis, tu vois. Moi, ce que j'ai vraiment appris, et je pense que là où j'ai maintenant une vraie valeur à apporter et en fait, qui est aussi le fil conducteur avec tout ce que je fais depuis le début, c'est une capacité une compétence, un skills, une casquette de community builder. Je pense pas être un bon networker, je pense pas être spécialement un bon créateur de contenu sur seulement cette verticale-là. Mais je pense que ce que je sais faire de mieux, c'est créer, développer et engager des communautés. Et tu vois, quand j'étais aux États-Unis, moi j'étais à la toute fin de la grosse vague NFT. Donc il parlait que de ça. Et c'est un métier hyper développé en ce moment, le community building, les community builders. En France, ça n'existe pas du tout. D'ailleurs, en France, je sais pas si à quel point tu le sais, mais il y a une énorme erreur, il y a un énorme malentendu sur le fait que les gens pensent qu'ils ont des communautés alors qu'ils ont des audiences. Le Crayon, dont je suis un fidèle soutien, ils ont pas 1 million de personnes qui sont membres de leur communauté. Ils ont 1 million de personnes qui font partie de leur audience. La définition d'une communauté, c'est quand A et B membres de ta communauté peuvent interagir entre eux. Et ça, c'est extrêmement rare. En fait, il y a très peu de cas où aujourd'hui on a des vraies communautés en France. Ça marche assez bien sur Discord, ça marche assez bien sur les événementiels. Je sais que la Founders Night est une communauté. Est-ce que tu vois d'autres exemples de cas où tu as une entité qui apporte de la valeur à A et à B et où A et B peuvent aussi en simultané s'apporter de la valeur? En ligne, il y en a assez peu. En ligne, il y en a assez peu, et en physique, il y en a assez peu aussi, finalement. Assez peu aussi, ouais. Bah, c'est plus facile à émuler. Mais par contre, la scalabilité, tu verras toujours dans des échelles assez restreintes, de toute manière, je pense. Si tu veux éviter cette entropie naturelle qui va faire que, ouais, je pense que une communauté de 5000 personnes n'est déjà plus une communauté, en fait. Non, c'est sûr. Et c'est un sujet qui me passionne, et même si tu veux tout savoir, c'est même un rêve que j'ai. Je pense qu'il y a un tool qui va exister, qui est peut-être un mix de plein de trucs qu'on connaît déjà. Je sais pas si tu connais Circle. Bien sûr. Ouais. Je pense il nous manque un tool de communauté. Un vrai bon tool. Enfin, tu vois, Discord, Slack, dès que tu passes à un certain nombre de volumes, c'est mort. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que il y a deux choses. La première chose, c'est que tout est communauté dans la vie. Une école, c'est une communauté. Des salariés d'une boîte, c'est une communauté. Les membres d'un club de foot, c'est une communauté. Des gens qui vont à l'église, c'est une communauté. Donc, on est tous membres de communautés. Je crois que sans trop dire de conneries, si tu regardes le point commun entre toutes ces communautés, eh ben, c'est les événements. Physique, virtuel, un événement pour moi, tu vois, là, ce qu'on est en train de faire, c'est un événement. Les membres d'une école, ils se retrouvent dans des salles de classe. Les membres d'un club de foot, ils se retrouvent pour des matchs. Dans la paroisse, ils se retrouvent pour des messes. Donc une communauté, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui peuvent interagir entre eux et qui se retrouvent lors d'événements pour le faire, en gros. Et ça, c'est tout un art qui, à mon avis, j'ai l'impression d'avoir mis un pied dans un monde et dans un domaine qui est passionnant et qui est hyper peu creusé comme sujet. Je te rejoins à 1000%. Dans la mesure où alors j'ai pas mal creusé les dérives sectaires, le principe de dérive sectaire, et les sous-jacentes psychologiques, manipulatoires, etc., qui vont faire que une communauté devient à un moment donné une secte. Et la constante, c'est l'intensité des événements et du temps qui est demandé et la quantité de temps qui est demandé aux gens. Comment t'es tombé là-dedans, juste par curiosité? Curiosité, pure curiosité intellectuelle. Rien à voir avec le biz.
Non, pas du tout. Non, je m'intéresse à énormément de sujets. Et alors, il y a une chaîne YouTube passionnante qui s'appelle Spline LND. Ok, je sais pas. C'est une chaîne française, même si le nom est très anglo-saxon. Et alors je crois que c'est un chercheur. Oui, c'est un chercheur en sciences sociales. Je saurais pas dire exactement laquelle, mais qui fait qui fait du contenu sur la sociologie, la psychologie, psychosociologie et qui a pas mal de sujets, enfin qui a pas mal de creusé cette question-là et qui recolle des témoignages de gens qui se sont retrouvés dans des sectes. En fait, la secte aussi condamnable moralement, on observe que ça reste quand même une communauté, la version extrême d'une communauté. C'est sûr. Voilà. Et donc les constantes restent les mêmes. Et en fait, on remarque que les sectes, peu importe leur ampleur, à chaque fois vont être ponctuées d'énormément d'événements, mais à un degré, à un rythme qui est juste indécent et qui est impossible à suivre. À moins que ce soit au détriment de ton équilibre social, etc., qui va faire que tu vas te retrouver de plus en plus enfermé, etc. Et en fait, c'est le levier principal. C'est le levier principal avec lequel ils vont pouvoir enfermer les gens. Parce que tu émules de façon très agressive et très mécanique forcément les interactions entre les individus, donc tu vas créer une dépendance. Et en fait, ça reste du bourrage de crâne, mais qui va être une feature en fait du fait que tu vas faire tout le temps se rencontrer les gens, jusqu'à l'endoctrinement au final. Et tu boucles ça du bon casting, c'est-à-dire des gens avec des profils, un certain profil psychologique, un certain bourrage de crâne servi par un bon storytelling, par un effet gourou, etc. Et là, t'arrives à quelque chose d'assez cauchemardesque. Ok. Mais ouais, là où je veux en venir, c'est que je te rejoins complètement sur le fait que sans tomber du tout dans une dérive sectaire quelle qu'elle soit, si tu veux créer du lien entre les gens et créer cette interconnexion en fait entre les gens, ce maillage, l'événement en fait ça reste avec une certaine fréquence, ça reste le meilleur moyen au final. Et c'est un truc qu'on a trop peu tendance à faire. Et c'est pour ça que ça m'intéressait qu'on en discute entre nous, parce que déjà chez Skelesia, nous, oui, on est totalement au fait de cette réalité-là, qu'on a une audience, Skelesia, et pas une communauté. Et ça nous a fait plaisir, parce qu'il y a 2 jours, on a fait un event sur Paris, on a réuni 150, 200 personnes. Ça a fait super plaisir. Et là, on a vu on commençait à voir ce que c'était, un petit aperçu de ce qu'est une communauté. Les gens parlaient entre eux, etc., ce qui arrive quasiment jamais, en fait, au final. Et toi, est-ce que tu aurais d'autres points constituants, en fait, d'une communauté, selon toi, outre les événements et tout? Si demain une boîte veut commencer à bosser en ce sens. Ouais, moi j'accompagne déjà 2 ou 3 boîtes sur le sujet. Je pense que en fait on retombe sur tout ce que l'on s'est dit depuis le début, mais c'est une histoire de why, et en fait je sais plus dans quel bouquin j'ai lu ça, mais je pense que c'est profondément vrai. C'est que les gens attendent d'embarquer dans des bateaux conduits par un chef ou une équipe qui va les mener sur vers d'autres horizons. Les gens ont besoin de vivre des histoires, et le meilleur moyen de créer une communauté, c'est de donner la chance, l'opportunité aux gens de monter sur ton bateau. Et là, je pense que je l'ai dit très simplement, mais c'est d'une violence phénoménale. On a tous besoin de quelqu'un qui plante un drapeau et qui nous demande de le suivre et de l'aider à aller conquérir le prochain territoire. Bon, pas besoin d'une logique épique ou qui fait référence à la guerre, mais je pense que les gens attendent. En fait, il y a un truc en nous qui ne demande que ça. Et tu vois, c'est pour ça que je pense que les gens tombent dans des sectes sans s'en rendre compte. Je pense qu'il y a aussi des tu vois, on les voit. Qu'est-ce qu'on a comme exemple de petites communautés moi j'ai le foot en tête, mais c'est pas forcément un bon exemple. Mais je crois que les gens attendent que ça, en fait. Donc il faut juste arriver à activer, à déceler le persona qui match avec ton histoire. C'est pour ça que je parle de story market fit, tu vois.
Je pense que t'as une histoire et elle colle à certaines personnes, et une fois que tu sais à qui ça colle, tu peux la scale. Donc le seul truc que j'ai rajouté, c'est cette histoire de why et d'engagement que t'as pas à forcer parce que les gens attendent déjà ça. Ok. Et là, t'as vu passer pas mal de speakers. T'as dû avoir pas mal d'échanges au sein de la Founders Night. Ce serait quoi là alors là purement en tant que, j'en appelle aux spectateurs, mais ce serait quoi là les enseignements intuitivement là qui te viennent, qui t'ont marqué? Sur le point commun entre Des bribes de connaissances, là ce qui te vient intuitivement quand je te dis voilà la Founders Night, qu'est-ce qui t'a marqué, et quels sont les apprentissages que t'en retiens? je pense que le premier c'est je pense que le premier c'est pas comment je peux dire ça. Je pense que le premier c'est le non-sens et la distance qu'on doit prendre avec les conseils. Je pense que les conseils ils veulent quasiment rien dire parce qu'ils sont donnés par des gens qui sont ce qu'ils sont à d'autres personnes qui sont même très différentes, qui ont vécu un business qui est pas du tout aligné avec le mec qui donne le conseil. Là, j'ai un pote, il a étudié avec le fils de Bernard Arnault et il me racontait que la première boîte qu'il a montée, toutes les semaines, Bernard Arnault lui avait dit, OK, je vous donne une demi-heure de Bernard Arnault, c'est pas rien, pour vous pitcher sur votre boîte. Et le mec allait une demi-heure prendre un coup de coaching de Bernard Arnault. Mais en fait, c'était les pires conseils du monde. Bernard Arnault est aujourd'hui première fortune du monde. Mais les conseils sont pas du tout les bons, puisqu'il y avait un entrepreneur early stage qui était en train de voir comment est-ce qu'il pouvait faire un 0 à 1 face à un mec qui se bat au quotidien pour faire d'un 1000 à 1 million. Et ça, c'est le cas extrême, mais globalement, je trouve que tout est comme ça, et c'est ce que j'ai beaucoup entendu. Beaucoup de mes speakers viennent et disent, on a Justine Renaudet de Colette Club, par exemple, qui a fait un pitch entier sur les 5 pires conseils qu'on m'a donnés pour lever des fonds. Et en fait, elle t'explique à quel point les 5 conseils les plus basiques qu'on connaît pour lever des fonds sont globalement pas très réels, tu vois. Donc ouais, moi ça m'a fait prendre beaucoup de recul sur les conseils. Je pense que puis j'ai passé un temps fou à écouter les conseils des gens aussi, et je pense que ça sert à rien, quoi. Faut passer du temps à avancer. Quoi les pires conseils On m'est donné. Ouais. En fait, il y a pas de pire conseil. Le truc c'est que c'est un peu comme les citations. On te dit, tu vois, il y a une citation qui dit on a qu'une vie, profites-en. On a une citation qui nous dit attention, ce qu'on a de plus cher c'est ta vie, donc reste calme. J'ai donné à peu près le pire exemple que je pouvais donner, mais globalement tous les concepts de la vie sont justifiables d'un côté ou de l'autre par une citation un peu blabla que des gens s'attachent à tenir au quotidien. C'est exactement pareil pour les conseils. C'est que le problème c'est que si tu demandes 100 personnes leur avis sur quelque chose, je sais pas comment on appelle cette loi-là, mais au final, par granularité, tu vas avoir un conseil moyen qui est la somme de tout le monde. Donc en fait, je pense que c'est pas très utile de passer beaucoup de temps à prendre des conseils. Et tu peux aussi fonctionner de façon bayésienne et pas chercher à homogénéiser les avis, mais à te dire, OK, quelles sont les proportions? Je vais identifier les grandes catégories de conseils, voir lequel est le plus récurrent, et statistiquement, je vais me concentrer là-dessus, quoi. Mais je te rejoins parfaitement sur en fait le conseil est intéressant que si t'as un contexte derrière, et si tu le pondères comme tu l'as dit, en fait, avec ton contexte à toi, avec le contexte de celui qui l'émet. C'est ça, faut pas te pousser générique, ouais. En fait. Ouais, en ayant conscience qu'il y a un biais du survivant quoi qu'il arrive, et que de toute façon, il y a jamais de vérité absolue. C'est un truc que je dis tout le temps, c'est 99% des entrepreneurs vont te dire que l'objectif c'est d'aller chercher du cash le plus vite, et que t'as une corrélation, limite une causalité entre la vitesse avec laquelle tu vas chercher tes premiers euros et le potentiel de réussite de ta boîte. Puis après t'as OpenAI avec ChatGPT qui a mis 10 ans à monétiser quoi que ce soit avec ChatGPT, enfin voilà, et qui font 200 millions de MRR le premier mois, quoi, de monétisation. Et donc en fait t'auras toujours des contre-exemples qui vont venir infirmer la moindre règle que t'essaies de dicter. Et après, au-delà des conseils, t'as les grands principes que tu vas vouloir les plus universels possibles, quoi. On a une soirée mémorable où on avait Mathieu Lolland, qui est un mec qui a créé un truc qui s'appelle le Club Bootstrap, qui a fait un talk de 15 minutes sur pourquoi ne pas lever de fonds. Et juste derrière lui, il y avait Simo, dont j'ai oublié le nom de famille, mais qui est le CEO de Folk, qui a fait un pitch sur
pourquoi lever des fonds beaucoup rapidement et auprès d'un maximum de personnes, en gros. Et en fait, ça a illustré tout ce qu'on se dit, c'est que à la fin du pitch de Mathieu, tu dis putain, il a tellement raison, jamais de ma vie je lèverai de fonds. Et le talk d'après, je me suis dit putain, il a tellement raison, faut que je lève de l'argent beaucoup vite et auprès d'un maximum de personnes. Et en fait, ça prouve que y a pas de vérité, il y a juste on est juste une éponge qu'il faut enrichir d'un maximum d'expérience, mais il y a des gens qui écoutent vraiment des conseils, hein. Des entrepreneurs, j'ai rencontré, pourquoi tu fais ça? Ils me disent, ah putain, c'est parce que Benoît Dubois, il m'a dit de faire ça, tu vois. Je sais pas, ça va jamais arriver, mais. Personne ne suit mes conseils, moi, donc. mais non, mais dans l'idée, c'est ça. C'est absolument stupide. En plus de ça, c'est oublier que potentiellement, tu peux faire les deux. Tu peux très bien faire une boîte dans un premier temps qui bootstrap et deuxièmement, enfin, donc, t'as pas d'exclusivité entre les conseils et d'hermétisme entre les conseils non plus. Ça. Par contre, la pire erreur, je pense, ce serait d'essayer de faire une synthèse des deux. Ouais. Là, c'est compliqué, mais. Ce serait, d'essayer de lever rapidement, enfin, peu d'argent, un petit peu, etc. Mais non, effectivement, je pense qu'il y a, d'une manière générale, c'est pas un conseil que je donne, hein, c'est une observation. Mais t'as un premium, je pense, à la radicalité, à l'intensité. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que, si ton but, c'est de lever de l'argent, enfin, si tu prends comme axe de développement, prends la trajectoire, funding, et lève le plus d'argent possible. Ouais, c'est sûr. Vas-y à fond. N'y va pas à demi-mesure. Si tu bootstrap, par contre, vas-y à fond et ne transige pas dessus. Ponce cette voie-là au maximum. Jusqu'au jour où, là, tu te rends compte que ça devient contre-productif, quoi. Et ça, tu peux l'appliquer pour n'importe quoi. Mais, ouais, cette notion de focus, par contre, je pense que ça, c'est une constante. Si tu, je fais beaucoup de muscu. T'as deux grandes familles de mecs qui vont à la salle. T'as les bodybuilders, gens qui ils vont pour prendre du muscle, et les powerlifters qui vont pour être le plus fort possible sur 3 mouvements clés. Et entre les deux, t'as ceux qui excellent en rien, c'est les powerbuilders qui vont faire un petit peu de power, un peu de force, qui vont faire un petit peu de body, mais donc ils ont des physiques éclatés comparés au body, et ils ont une force éclatée comparée au power. Et en fait, ils ont succombé en fait à un entre-deux qui fait qu'ils excelleront jamais nulle part en fait. Et après, tu peux très bien exceller dans la médiane que tu veux occuper, hein, mais je pense que si vraiment tu veux atteindre ton plein potentiel dans quelque chose, à un moment donné, faut te ranger dans un bord ou l'autre et y aller à fond, y aller à balle et pas transiger. Ça me fait penser à FIFA, le jeu de foot. Où FIFA, donc les notes on était sur 20, tu vois. Les joueurs à 81, c'est une très bonne moyenne, mais qui ont 81 partout, sont jamais des bons joueurs. Les meilleurs joueurs, c'est ceux qui excellent dans l'une de leurs features et qui sont du coup très mauvais dans d'autres. Mais je pense que dans le jeu comme dans la vraie vie et même plus que au-delà du foot, il vaut mieux avoir un de la radicalité et deux potentiellement des forces, des compétences clés très poussées plutôt qu'être moyen. Et je crois que tu avais fait un post là-dessus qui m'avait intéressé d'ailleurs, sur peut-être plusieurs compétences, le fait que c'était plus intéressant d'être moins bon quelque part et très bon autre part que d'avoir, ça dit quelque chose ou pas? Ouais, c'est le principe de T-shape. Ok. Ah mais oui, mais c'est ça en fait, tout simplement. Où tu vas avoir moi je suis partisan à 1000% du fait de maximiser ses forces plutôt que minimiser ses faiblesses. Ouais. Maximise tellement tes forces, excelle tellement dans ce pourquoi t'es prédisposé qu'en fait tes faiblesses, tes lacunes en deviennent des non-sujets. Parce que tu vas tellement briller outre mesure par rapport à tes potentiels que ce dans quoi t'es nul, en fait les gens s'en foutront et puis même toi tu t'en foutras, quoi. Et là où en fait j'ai l'impression qu'on a tendance à on en revient à l'éducation en fait, hein. On vit dans une société où t'as très peu de marge pour exceller. On n'attend pas toi d'exceller de façon déséquilibrée dans un domaine au détriment d'un autre. Si pendant toute ta scolarité tu te la donnes de fou en histoire géo et en maths, mais qu'à côté de ça en langue t'es éclaté au sol, et on fera tout pour augmenter tes c'est un bon exemple. plutôt que te dire de poncer au maximum ce dans quoi tu kiffes bosser en fait. Et
Je trouve ça assez dommage, et je pense que le contre-pied de ça, c'est le meilleur moyen de te différencier, de trouver ta démarcation par rapport aux autres, et vraiment d'apporter quelque chose de cool. Et en plus, c'est là qu'on voit, en fait, on tombe un peu sur nos pattes par rapport à notre discussion, par rapport au fait que t'es là dans ce fauteuil. C'est le fait que, bah, toi, avec Founders Night, t'as finalement trouvé tu vois, t'as trouvé le moyen d'exploiter pleinement, bah, tes prédispositions à toi. Oui, c'est sûr. Donc, de bienveillance, de gentillesse, d'ouverture aux autres, de générosité. Alors, en fait, t'as créé ce lien avec cet événement-là. Et on voit, en fait, genre la quantité de choc à pic que ça fait, quoi. Quand tu trouves ce truc. Et c'est trop cool. Mais ça crée un gros souci qui est un sujet, je pense, qui est pas assez posé, c'est que, à nouveau, en tant qu'entrepreneur, j'aime les modèles quand même scalables, et aujourd'hui, j'ai une équipe géniale, mais si je me barre au Brésil et que je quitte LinkedIn, je sais pas à quel point la Founders Night peut continuer à exister. Et c'est un vrai sujet, parce que du coup, si je me casse, tout ça n'existe plus. Ça a pas montré ce que je voulais que ça montre. Bon, ça a montré que je parlais aux gens et que j'avais une faculté à être suivi. Mais ça veut dire que ce que j'ai créé n'a pas dépassé ce que j'ai été et ce que j'ai transmis, tu vois. Demain, tu te casses, tu penses que ça se passe comment, ce qu'elle allait dire? Est-ce que c'est une question que tu te poses souvent? Ça va de mieux en mieux, hein. Ça va de mieux en mieux. Ça dépend des sujets. On est organisé en pôle. Il y a des pôles qui tournent sans moi, sans aucun problème. Par contre, le pôle média, aujourd'hui, a encore besoin de moi. Voilà. Et donc, petit à petit, ça s'organise. Mais moi, ça me va plutôt bien. J'ai pas forcément envie de me sortir complètement de l'opérationnel, en tout cas sur la partie média, parce que ça me fait juste kiffer de faire du contenu. Mais je sais, voilà, typiquement, demain, j'enregistre plus d'épisodes. Bah, il y a plus rien à publier sur la chaîne. Voilà. Mais par contre, c'est fondamental de choisir. En fait, c'est les goulots d'étranglement qui nous font kiffer, de pas les subir, quoi. Et typiquement, moi, ça me rendrait fou de continuer d'être skin the game dans l'opérationnel, et que ce soit impossible de faire tourner le service sans moi, quoi. Bien sûr. Ça me rendrait fou, et c'est pour ça que j'ai systémisé le truc, qu'on m'a délégué, que mon cofondateur s'en occupe, etc., quoi. Ça serait quoi les 3 apprentissages là, cette dernière année, qui te viennent intuitivement? 3 trucs que t'as appris, que t'as compris, t'aimerais nous partager? Alors, je crois que je me demande si les gens comme toi qui arrivent à construire des théories qui n'avaient jamais été émises le font. Est-ce que tu te poses pour le faire, ou est-ce que ça te vient à la tête d'un coup comme ça? C'est une question d'abord. Je suis chaud de... Alors, tu sais, il y a 2 modes de créativité. C'est introverti, extraverti. Ouais. Extraverti, c'est quand t'échanges avec quelqu'un. Introverti, c'est quand c'est en train de ça décante, quand t'es tout seul, en train de bosser, ou en mode passif, en train de marcher, en train de te doucher ou quoi. J'aurais pas de ratio, mais c'est plutôt équilibré. Mais tu te poses en te disant, ok, il y a un sujet que j'ai envie de creuser et d'en sortir. Ça décante tout le temps. C'est toujours une décantation, genre c'est une prise de conscience à un instant T. Ok. Ouais, et c'est toujours, par contre, à des moments où je m'y attends pas. C'est assez rare que je me retrouve à développer un modèle. Je vais avoir un sujet, par contre, je vais me poser pour développer le modèle, développer cette intuition. Mais c'est jamais, tu sais, c'est jamais un truc de design fonction ou quoi, où en mode j'ai ce problème-là, je vais développer une théorie, un framework ou quoi qui va me permettre de résoudre le truc. Non, je prends conscience du framework et je me rends compte qu'en fait, ça résout ce problème-là. Ok. En général. Je te demande parce que moi j'ai l'impression quand même aujourd'hui, peut-être que ça changera, mais d'être plutôt plus à l'aise avec le fait de savoir en quelle théorie je crois ou non, plutôt que d'inventer les miennes. Et je réponds à ta question. C'est pour ça que je l'ai posée. Je pense que le premier point clé qui est phénoménal et qui pourrait être l'objet d'un cours entier, c'est les effets cumulés. C'est moi j'ai commencé en tant que cuisinier pour une startup. J'ai commencé en tant que livreur à vélo pour Take It Easy, puis cuisinier pour une startup. C'est comme ça que j'ai découvert l'entrepreneuriat. T'étais chez Take It Easy? Ouais, c'est génial. En livreur, ouais. Les recettes pompettes. Les recettes pour l'émission? Bah, je me souviens de l'émission. Bah, c'était sponsorisé par Take It Easy à l'époque. Ah, mais ça va. Moi, j'étais juste livreur. C'est comme ça que j'ai connu Take It Easy. Ah, mais si, en plus, je me souviens du moment où il lui ramène le sac. Ouais.
Donc ouais, j'étais livreur à vélo pour Take It Easy et ensuite je suis devenu chef cuisinier pour une startup belge qui s'appelle Menu Next Door, qui Avec Valentin Richard. qui arrivait à The Family. Et donc par hasard, alors j'étais cuisinier, il y a une image de moi sur France 2 où j'explique, salut, je m'appelle Martin, j'ai 20 ans, je fais des pâtes thaï dans le deuxième arrondissement de Paris. Je suis trop content d'avoir rejoint la startup parce que je gagne de l'argent en année. Depuis ce jour-là, il y a 8 ans, je n'ai cessé chaque jour d'avancer, même quand j'étais pas sûr de où j'allais. Et c'est le conseil que je donne à tous les jeunes un peu perdus entre 16 et 20 ans. C'est juste d'y aller vite, fort et avec panache, mais peu importe la direction. Et ce qui est phénoménal, c'est que aujourd'hui, je cultive des fruits de graines que j'ai posées pendant que j'étais cuisinier pour The Family. Et donc on voit beaucoup les effets cumulés comme un truc un peu court terme, mais moi tu vois, sur 8 ans, c'est phénoménal. Rien ne me prédestine à ce que je suis en train de faire maintenant, et tout est le fruit de hasard, tu vois. Donc avancer. Ça, c'est quand même mon gros learning et ce que je m'arrêterai jamais de faire. La deuxième chose, je pense que c'est de partager, c'est lié à ce qu'on disait, hein, d'engager les gens avec toi, et donc de créer du contenu. Je pense que j'ai mis vachement de temps à me rendre compte que j'étais légitime à m'exprimer. Et une fois que tu kills ce truc et que tu t'en fous de tous tes potes qui te foutent de ta gueule parce que t'es un influenceur LinkedIn, aujourd'hui j'ai une puissance d'expression et de reach qui est phénoménale. Moi, il m'est arrivé des trucs. Là, les 3 derniers mois, j'ai sauté en parachute pour une opération de com de Stello, grâce au fait que je crée du contenu sur LinkedIn. Je suis allé en Afrique pour l'ouverture d'un startup studio où j'ai découvert un monde incroyable, et j'ai officiellement préparé et organisé bientôt des Founders Night partout en France, partout dans le monde même, juste pour une seule raison en fait, c'est LinkedIn et la création de contenu. Tout ce qu'on dit depuis le début, si je créais pas de contenu sur LinkedIn, ça n'existerait pas en fait. Donc ça c'est quand même phénoménal. Et la troisième chose, je pense, c'est de absolument, c'est facile à dire, mais se battre au quotidien pour garder les pieds sur terre. C'est vraiment très dur. Et moi, pour l'instant, j'ai qu'un type, c'est de passer du temps avec les gens qui sont proches et qui sont pas liés à qui sont proches de nous, et qui sont pas liés à ce qu'on fait. Moi, j'ai des potes, ils me parlent, quel bonheur dans ma vie où je parle tout le temps de start-up, d'aller parler de l'augmentation du gramme de shit à Gallieni et du score d'Auxerre contre Annecy, tu vois. Et ça, je pense que c'est presque la clé de la force que j'ai en moi. C'est qu'il y a une partie de moi qui est totalement dans le monde des nobody et de la vie réelle et de la vie quotidienne qui est pas forcément hyper excitante. Du français et du citoyen du monde basique, tu vois. Mais je les vois tous un par un, moi, les gens qui décollent et qui ont pensé qu'ils étaient des stars et qui se mettent à vivre comme s'ils étaient meilleurs ou comme s'ils valaient plus que d'autres. Et je pense que ça c'est la chose la plus triste qui puisse arriver à un humain, c'est de se sentir décoller, parce que tu décolles forcément, mais un jour tu retombes, et quand tu retombes, ça fait super mal. C'était clair? C'est clair, en fait. Je sais jamais si c'est clair ce que je dis. Non, c'est super clair. Et okay. En fait, c'est tellement clair que je sais même pas quoi rajouter. Ok, trop cool. Merci. Non, justement, pourquoi je dis justement? C'est vraiment un mot de liaison qui veut rien dire. Bah, sauf si tu as un truc à justifier, mais. Voilà, j'ai rien à justifier parce que je vais dans ton sens. Donc, et j'ai rien dit au préalable, donc ça ne veut rien dire. Mais, la fame a ce truc de, j'ai du mal à comprendre, je le comprends, mais c'est un truc qui me parle pas, en tout cas. Cette notion de fame, cette notion de fame qui te monte à la tête. Ouais. Mais tu les vois, ces gens-là? Alors j'en connais peu, perso. Arrête. Bah, en tout cas. J'ai écouté quelques podcasts, je pense qu'il y en a plus d'un qui sont concernés par ça. Ouais, mais,
Là, je saurais pas te donner de nom. Ah non, mais sincèrement. j'en voulais pas, mais. Non, mais même. Ah, il y en a pas qui disent en tête. Dont la fame vraiment leur monte à la tête. Yeah. Là, j'en vois pas. Je pense que t'es plus dissocié que moi des gens et des choses, peut-être. C'est possible. Ou alors peut-être que je m'expose pas à cette part-là d'eux, en fait. Peut-être. C'est vrai. Peut-être, mais parce que c'est juste un truc qui me parle pas. En fait, je suis pas du tout réceptif à ça, quoi. Alors, je suis pas du tout réceptif à la notion de fame, me concernant et concernant les autres, je m'en tape, mais complet. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me suivent, etc., machin, mais je m'en fous, mais ça ne nourrit pas mon ego. Je suis content de leur apporter de la valeur. Je suis content qu'ils apprécient ce que j'ai à leur proposer. Je me sens super chanceux de ça. Et je pense que c'est comme toi, en fait. Enfin, je ne m'identifie pas à ça, quoi. T'arrives vraiment à créer un mur entre toi et les autres? C'est purement c'est purement parasocial. J'ai compris que les gens qui s'attachent à un créateur de contenu en ligne, moi ou n'importe qui, la relation est purement parasociale déjà. Y a pas de notion d'amitié, y a pas de notion de proximité en tant que telle. Et que, ils s'attachent à un avatar. Le Benoît Dubos sur LinkedIn, c'est un avatar de Benoît. Martin a créé Martin, c'est un avatar sur LinkedIn, c'est ton avatar. Et donc je sais qu'ils sont attachés, c'est tout relatif sur LinkedIn, mais qu'ils suivent, qu'ils apprécient cet avatar-là. Peut-être qu'ils m'apprécieraient moi en tant que personne. Ils connaissent pas. Mais ils me connaissent pas en fait, tout simplement. Donc à partir de là, je vais pas faire l'amalgame entre les deux, ça serait débile. Et je trouve ça dommage de le faire en fait. De laisser aller à le faire. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop cool. J'ai adoré cet échange. Toi, t'as kiffé? Ouais, c'était super intéressant. Ouais. Et c'est passé hyper vite. Merci beaucoup, Benoît. Merci à toi. Et comme d'habitude, je suis extrêmement mauvais pour les outros. Donc, on va couper, mais d'un coup, comme ça, là.